Mock Draft 2022. Yo, 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 yo. Comment ça va, Alex? Bah ça moque au calme. Yeah. Voilà. C'est l'heure de la Mock Draft. Bah ouais. Quel classique. Quel classique. 2 jours, ouais, on est à un peu plus de 2 jours, hein, un peu plus de 48 heures de la draft. Tout à fait. Dans la nuit de... De jeudi à vendredi, prise d'antenne pour le live en direct sur la chaîne Twitch. Tout à fait. De Trash Talk bien sûr, à partir d'1h du mat. Exactement, sauf cataclysmique. Donc c'est 1h du mat le vendredi. C'est ça. Oui, parce que... Pour ceux qui ont du mal. Bon, enfin bref, à jeudi soir. Oui, c'est ça, à jeudi. À jeudi, comme on dit. En effet, dans la nuit de jeudi à vendredi, nous serons ensemble sur le canapé pour commenter cette magnifique draft 2022. C'est un classique événement absolument immanquable. On vous l'a dit, répété, on vous répétera ça jusqu'au buzzer. Alex à ma gauche, Simon à ma droite, Bibi pour gérer ça avec Léonce à la prod. Et donc, chaque année, ce qu'on aime bien faire, Alex, c'est un petit peu en 2 temps. D'abord, des profils de draft. On en a balancé plein. On s'est focalisé vraiment sur 6 garçons. Mais on aime bien aussi faire la mock draft. Et j'ai envie de te poser tout de suite une question, Alex. Il y a plein de gens qui connaissent la NBA et Trash Talk depuis longtemps, c'est super, etc. Mais si je débarque et on me dit, c'est quoi une mock draft? Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens, c'est quoi une mock draft? Une mock draft. Une mock draft, bon, bah, c'est une sorte de pronostics, de gros pronostics de ce que pourrait donner la draft. Donc la draft, hein, c'est la sélection par les équipes NBA de jeunes joueurs. Hein, ça a lieu chaque année. S'ils n'ont pas ça, on arrête. Ah ben, n'empêche que c'est une question importante. Il faut comprendre ce qui se passe. Bien sûr. Et la mock draft, donc c'est un exercice auquel on va s'adonner là tout de suite, qui consiste à se mettre dans la tête des GM, l'un après l'autre, pour essayer de se projeter et de comprendre le raisonnement et ce que telle ou telle équipe pourrait faire. Donc là, il s'agit bien, t'es d'accord Bastien? Il s'agit bien, dans le cadre de notre mock draft, non pas de faire la draft que nous, on verrait forcément, mais la draft que nous, on voit les GM faire. Tout à fait. C'est exactement... très clair. Si, ça, si, t'inquiète, je vais remettre des... Je vais remettre tout ça dans l'ordre. Mais oui, c'est ça. C'est qu'il y a 2 choix. Soit vous faites une mock draft, genre, moi j'ai envie que. Et à ce moment-là, vous mettez qui vous voulez. Mettez Jaden Ivey en 1, mettez d'autres garçons. Mais non, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est. Il y a évidemment une part de subjectivité de ce qu'on aimerait, mais il y a surtout un travail, logique, média, de devoir vous rapporter ce qui s'est dit récemment. Donc à 48 heures de la draft, on va faire, selon moi et Alex, chacun un tableau de ce qu'on pense qu'il va se passer, pas forcément ce qu'on aimerait se passer, voir se voir passer. Exactement. Et donc c'est aussi un travail de compréhension du raisonnement d'une équipe à un instant T. C'est ça. Il y a les grands défenseurs de il faut drafter au talent. Il y a les défenseurs de il faut drafter au talent de mais oui, mais jusqu'à un certain moment où le fit compte tout autant. Le fit, la place dans l'effectif, est-ce qu'on a déjà quelqu'un sur ce poste? On est dans une draft cette année où il y a soi-disant un top 3 défini, avec un ordre plus ou moins défini. Mais est-ce que les GM vont respecter ça là jeudi? C'est pas sûr. Est-ce que les équipes qui sont tout en haut de la draft vont drafter seulement au talent ou vont tout de suite amener une dose de fit? De se dire quand même non, entre lui et lui qui ont plus ou moins le même talent, je prends lui parce qu'il colle mieux avec ce que j'ai déjà. Par exemple. Tout à fait. Est-ce que cette place de draft est en lien avec la timeline de ma franchise et est-ce que je ferais pas mieux de transférer mon pick? Exactement. Est-ce que j'ai envie de drafter? Est-ce que j'ai envie de drafter en 4? Est-ce que j'ai envie de drafter en 7? Est-ce que j'ai envie de drafter en 8? Ouais. Tac. Champomy, on va bien se marrer. Il y a plein d'équipes dont on va pouvoir parler évidemment. Donc voilà ce que c'est une mock draft pour ceux qui ne l'ont pas. Et donc parfois les explications c'est bien, mais le mieux c'est un visuel. Rien serait possible, ni dans cette terre, ni sur ce continent sans Léonce à la prod. Et donc 3, 2, 1, boum. Vous allez avoir un tableau magnifique, récapitulatif avec une colonne Bibi, une colonne Alexinator. Dans ce tableau, vous le voyez, il y a les 15 premiers choix de la draft. On ne fera pas les picks 16 à 30. Ça, on pourra s'éclater en direct sur le canapé jeudi soir. Et donc, à chaque fois qu'on va dire un pic, eh bien, on va remplir ce magnifique tableau. Et c'est ça qui est beau, Alex. C'est que moi, je vais pouvoir le faire à la prod, là, magnifique en direct. C'est beau, ça. C'est beau, c'est incroyable. Donc, vous pouvez faire aussi, vous, votre propre mock draft. Parce que l'idée, après, avec tout ce jeu de pronostics, comme tu dis, Alex, c'est de se dire, eh ben, tu vois, je l'avais annoncé. J'avais le bon ordre de 1 à 15. Ouais, bien sûr. Parce que j'étais en tête de ça doit arriver très souvent, ça. C'est ça.
Donc voilà, c'est un petit exercice qui sera bon à acheter à la poubelle d'ici 48 heures. C'est surtout ça l'intérêt de cette émission. Hein, c'est spéculer jusqu'à ce que ça devienne très froid. Donc on va se marrer là-dessus. Vous avez jusqu'à jeudi soir pour en profiter. Et on en profite aussi cette semaine pour vous dire, si vous foncez Pretty Please dans la discro de cette vidéo, vous pouvez y aller Made in Trash Talk, Made in Ben et Benoît et Giovanni de l'équipe Trash Talk. Alex, l'agenda 2022-2023 est disponible en librairie. Montre-le bien à la caméra parce que là il y a du reflet. Ben non, oui, la caméra. Voilà, encore. Je vais essayer, encore un peu, parce que là on voit pas bien. Ben oui, on voit pas bien que c'est Steph Curry, Rudy Gobert. Je sais. Et Ja. Mais là c'est la focale. Je l'ai déjà essayé, c'est un peu compliqué. D'accord, ok. Voilà. Mais je le redis, c'est Steph Curry au milieu, Rudy Gobert et Ja Morant. Je sais pas si les gens connaissent ces petits joueurs. Ben ça fait 2 années de suite qu'on donne le MVP des finales et le champion. L'année dernière c'était Giannis, aujourd'hui c'est Curry. Ça commence à bien faire. C'est l'agenda 2022-23. Pour tout noter, rien oublier, avec des petits quiz, des petites anecdotes, quelques photos sympas, enfin bref. Voilà, allez-y. Franchement, ça rime pas avec swag, mais pas loin. Ah mais si, complètement. Si vous avez un neveu, une nièce, ou même que vous êtes un daron qui s'assume totalement et qui a besoin d'un bloc-notes, n'hésitez pas à le prendre. Il est dispo dans toutes les Fnac et librairies et ça nous fait grandement plaisir si vous le prenez. Donc voilà, foncez dans la Descro. C'est cool. C'est magnifique. En plus, c'est la jeunesse, c'est la draft, tout ça. Oh là là, c'est pertinent, Trash Talk. Laisse tomber. L'agenda, le jour de la mock draft, là, laisse tomber. Au niveau pertinence, là, c'est là. C'est clair. On est tout en haut, là. On aurait pu le faire le jour de la loterie, mais on vous réservera autre chose l'année prochaine. On va pas perdre de temps ? Non. Je suis chaud patate. Les fans aussi des autres franchises sont impatients et se disent mais que va faire Alex ? Est-ce qu'il va nous mettre Paolo Banchero en 1 ou pas ? Vu qu'il avait dit dans la petite vidéo preview. Qui d'autre ? Oh là là ! Pourquoi on mettrait pas le meilleur joueur de la draft en 1 ? Et ça se permet dès le pick numéro 1. Et donc, on va tout de suite passer, comme vous pouvez voir, au pick numéro 1. Le Orlando Magic est on the clock. Jeudi soir, donc Alex sort son petit bloc-notes. Il fait partie de la team Bralon. Je rappelle le contexte, évidemment. Orlando, numéro 1 de la draft. Des fans qui se réveillent enfin après plusieurs années d'hibernation. Alex, j'ai envie de faire la phrase suivante que tu vas compléter. Shaq, Dwight Howard et... Jabari Smith. Alex nous met Jabari Smith et je te laisse évidemment expliquer pourquoi. Alors, je répète, c'est pas mon choix. Si j'étais GM avec le first pick, je ne prendrais pas Jabari Smith cette année. Je préfère le dire. Mais pour autant, je pense que c'est le choix que le Magic va faire. D'accord. Plusieurs raisons à cela. Déjà... Tout un tas de bruit qui court. Après, on ne sait pas ce que ça vaut. Puis on sait que pré-draft, ça vaut souvent pas grand-chose finalement de trop écouter ce qui se dit en termes de rumeurs parce que les GM et les journalistes se font un malin plaisir de balancer. Par contre, à titre personnel, je prendrais Paolo Banchero. Même avec l'effectif Magic, même avec déjà Franz Wagner dans mon effectif, c'est pas vraiment un problème, je m'en fous. Je trouve qu'il fitterait très bien avec les intérieurs qu'il y a déjà à Orlando, qui sont des intérieurs, il y en a aucun qui s'est posé de dribble. Enfin, tu vois, genre c'est pas du tout leur délire. Les Wendell Carter, Mo Bamba, Jonathan Isaac, un petit peu, mais bon, vite fait quand même. Le retrouver sur un terrain, ce serait pas mal. Déjà, il faudrait déjà le retrouver sur un terrain. Donc, c'est Franz Wagner, vraiment, la pépite. Du coup, c'est pour ça. Au début, j'étais persuadé qu'ils allaient jamais éviter Chet Holmgren parce que relation avec Jalen Suggs et tout. Mais finalement, le temps aidant, je pense qu'il y a potentiel comparable, puisque c'est beaucoup ce qui se dit, même si moi je pense que Chet Holmgren c'est un peu mieux. Je pense que ça va partir sur Jabari Smith, qui, comme vous le comprenez, c'est pas forcément celui que je préfère des trois, mais je pense que c'est celui sur lequel le Magic va avoir le plus envie de miser, son corps d'athlète très NBA ready, sa qualité de shoot qui amène une vraie variété par rapport à tout ce qu'il y a déjà sur le front de courte du Magic, et puis les joueurs comme Cole Anthony ou Jalen Suggs justement, ou même Franz Wagner vont avoir aucun mal à le trouver, et il va transformer. Je pense que c'est un joueur, Jabari Smith, qui va très bien transformer ses deux qualités premières, c'est-à-dire sa taille et son shoot, en NBA. Ouais. Pour le reste, je suis un peu plus sceptique, donc voilà, je le mets en 1 parce que je pense que c'est celui que le Magic va choisir, mais sans être forcément persuadé que c'est le top choix de cette draft. C'est très complet. C'est vrai qu'il y a un peu de réticence chez Alexinator sur
sur ce choix-là. Je sens que tu as envie de faire la vidéo dans 3 ans de voilà. Oui, ou pas, hein, parce que attention, des fois j'ai eu des feelings à la draft et puis après je suis là, je regarde, je fais bon. Bof. T'es sûr qu'on va la faire celle-là, Bastien? T'es sûr qu'on va la faire cette vidéo? Jabari Smith à Orlando, c'est aussi mon choix numéro 1. Ah oui, d'accord. Ouais, je l'ai mis aussi en premier choix de la draft chez le Magic. On va montrer le gros tableau après, mais je te suis. La plupart des projections vont dans ce sens à quelques heures de la draft. Il y a eu du débat en effet avec Chet Holmgren pour tout ce que tu as mentionné. Mais comment dire, moi je suis très content pour les fans d'Orlando s'ils récupèrent Jabari Smith. Pourquoi? Parce que le plancher est trop beau pour ne pas le prendre et le potentiel est incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de fans d'Orlando qui, certes, essayent de se dépatouiller, comme tu l'as dit, avec Mo Bamba, Wendell Carter, etc., mais qui vont voir un garçon qui va potentiellement changer la culture de cette équipe. C'est-à-dire que Jabari Smith joue dur tous les soirs. Jabari Smith va essayer de se donner en défense, parce que même si on a eu des désaccords, toi et moi, là-dessus, je pense qu'il a un très gros potentiel à développer là-dessus, et que en termes de vraie machine offensive à Orlando, qu'y a-t-il? No disrespect envers Franz Wagner, qui a des belles choses à devoir développer, mais il m'a plus semblé, et je ne sais pas ce que tu en penses, mais que c'était un garçon qui a fait une très grosse saison rookie dans une équipe de merde, plutôt qu'un mec qui peut être à 20-25 points de moyenne par match en NBA. Et pourquoi tu prends pas Banchero dans ce cas-là, si tu veux une machine offensive? À ce moment-là, tu peux tout à fait, mais je pense que en termes de plafond scoreur, c'est-à-dire plus scoring, il y a un côté playmaker qui est énorme avec Banchero, dont on reparlera un petit peu plus tard. Mais je pense que si tu donnes 2-3 ans à un garçon comme Jabari Smith et qu'il a les services de Jalen Suggs et qu'il a les services d'autres garçons, des Markel Fultz ou des Cole Anthony en fonction de qui va rester dans l'effectif, je pense qu'on peut se regarder dans 2 ans et se dire ouais, ok, en fait 20 points c'est tous les soirs pour Jabari Smith, on le sait déjà avec des pourcentages de zinzin et on essaye de voir autour. Je pense que c'est une pièce fondamentale autour de laquelle tu peux construire l'avenir d'Orlando. Je crois qu'il va changer vraiment plein de choses au niveau de l'intensité, la culture, la défense. J'aime bien cette image de Jalen Suggs avec Jabari Smith et le coach Mosley. Maintenant, je comprends qu'il puisse y en avoir certains qui sont dans l'hésitation. Mais encore une fois, le plancher... comment dire? Le pire des cas, c'est que c'est un super joueur de pick and pop qui est capable de bien défendre et de switcher sur plusieurs positions. Ce qui serait formidable pour Orlando. Mais... je n'ai pas trop de problème avec le fait de prendre Jabari Smith. Ma plus grosse inquiétude, juste comme je l'ai dit, c'est qu'on puisse avoir dans 3-4 ans un autre garçon qui a fait une meilleure carrière. Mais bon, je crois qu'Orlando ne pouvait pas prendre Jaden Ivey. Ça arrive dans plein de drafts. Ça arrive dans plein de drafts, voilà. Je pense pas qu'il le meilleur joueur de cette draft, ça ne sera pas sur le podium comme dans pas mal de drafts, hein, finalement. C'est ça, donc peut-être Jaden Ivey, peut-être d'autres garçons, peut-être Johnny Davis, peut-être d'autres coups de cœur qu'on aura, mais je te suis en tout cas. Jabari Smith est le premier choix de la draft 2022. Et si je suis fan d'Orlando, je bombe le torse à la reprise. Je pense que c'est un pur basketteur, vraiment. On va bien s'éclater. Nous sommes donc d'accord sur le pick numéro 1. Je vérifie que techniquement, nous sommes d'accord tout à fait. Jabari Smith pour Alex et Jabari Smith pour Bibi. Je vais faire un tout petit peu de technique, puisque si je ne dis pas de bêtises, tu en parlais à l'instant. On va aller de quel côté, Alex? Parce que je crois qu'il y a une équipe en 2 qui a monté un petit peu à la draft. Ouais, nos amis du Thunder. Tout à fait. De OKC qui ont gratté un pic un peu plus haut que ce qu'ils auraient pu avoir. Donc je pense qu'ils sont bien contents de pic en 2. Et que va faire Alex on the clock avec le Thunder? Surtout qu'on les reverra pic plus tard dans la loterie, hein, mine de rien. Ils en ont 2 dans la loterie, si je dis pas de bêtises, OKC. Ils ont le 12. Hein, ce qui est la moindre des choses quand tu as encore 32 pics de draft sur les 2 prochaines années. À peu près. Non, à peu près, j'exagère un peu. À partir du moment où Orlando prend Jabari Smith, je pense que le choix du Thunder est fait derrière. Parce que eux, pour le coup, je les vois pas prendre Banchero. Et donc, du coup, je leur mets Chet Holmgren. Chet Holmgren en pick numéro 2, c'est donc confirmé. Alex, on est bien sur Jabari Smith et Chet Holmgren en pick 1 et 2 de la draft. Toi, c'est ce qui pourrait se passer, mais t'es peut-être pas forcément d'accord, quoi. Mais du coup, j'ai bien dit ça. Donc, du coup, si par hasard, le Magic avait un éclair dans le brouillard et prenait Banchero en 1 par exemple ou quelqu'un d'autre, mais pas Jabari Smith, je pense que du coup il y aurait peut-être un choix à faire pour le Thunder et limite je les vois plus prendre Jabari Smith que Chet Holmgren, eux aussi. Oui, limite. Bien sûr. À partir du moment où il y a Jabari Smith en 1 à Orlando, je pense que pour le Thunder le choix est fait, il faut un intérieur, il faut de la taille.
Il faut toutes ces choses-là qu'ils n'ont pas et qui leur ont terriblement manqué depuis 2 ans maintenant. Enfin, surtout l'année dernière. Donc, Chet Holmgren, ça me paraît logique. Ils vont développer le potentiel du garçon. Potentiel qui est assez impressionnant. Pour moi, un des plus gros de cette draft. Même s'il y a lui aussi, comme toujours, des petites réticences. Notamment, on se dit, oh là là, est-ce qu'il va réussir à mettre du muscle? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop maigrichon? Est-ce qu'il va pas se blesser? Patati patata. On verra. En tout cas, je pense que non seulement le plafond, le potentiel est très haut, mais en plus, le fit est réel. Parce que tu as déjà Shai Gilgeous, tu as déjà Josh Giddey, tu as déjà Lugensdort, tu as déjà pas mal de joueurs extérieurs vraiment pas dégueux. Et là, donc, tu mets un pivot qui protège le cercle et qui est capable de rentrer des 3. J'aime bien. Oui, et qui peut pousser le ballon pour faire des contre-attaques éventuelles à la suite, quoi. Oui, il peut. On verra en NBA. Mais sinon, sur le papier, il peut. Mais il peut surtout faire les deux plus grosses... les deux choses sur lesquelles on l'attend vraiment. Protéger son cercle, amener de la toughness à l'intérieur et éventuellement rentrer quelques 3. Et ça, genre, quel intérieur fait ça vraiment à OKC aujourd'hui? Non, bien sûr, là c'est les plaines de l'Oklahoma, là. Il a toute la place pour s'éclater. Il va titulaire direct, il n'y a pas de souci et tout. Donc ça, c'est vachement bien. Donc je répète, à partir du moment où Orlando prend Jabari Smith en 1, pour moi, le choix est fait côté Thunder, c'est Chet Holmgren. Si jamais Orlando nous surprenait, peut-être que Sam Presti et ses gars auraient un choix à faire. Et si OKC nous surprenait? Voilà, comment ils pourraient nous surprendre? Vas-y, qu'est-ce que tu leur mettrais, toi, de surprenant? Moi, je fais ça en souriant pour teaser un peu le truc. Je pars sur le même pic que toi. Je pense que ça fait des semaines qu'on part du principe que Jabari Smith et Chet Holmgren sont les 2 premiers choix de la draft. Je pense que Chet Holmgren va partir en 2. Je l'ai mis aussi en pic numéro 2 sur ma mock. Je posais juste la question parce qu'en fait, on a vu récemment que chez le Thunder, on est capable de mettre un petit peu de flou, un petit peu dans les projections et dans les leaks qui sont dans les médias. Ça parlait beaucoup de Jonathan Kuminga et de James Bouknight l'année dernière, avec beaucoup de tiens, on pourrait peut-être faire ça. Allez hop, Josh Giddey. On n'a pas été surpris, parce que Josh Giddey était annoncé dans le top 10 de la draft, et ça s'est très bien confirmé sur sa saison rookie. Mais attention aussi à ce que Sam Presti peut nous faire au buzzer. Et en ce sens, je pense quand même que la tentation de Chet Holmgren est bien trop grande. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 2. Étonnamment, je me demande si Jabari Smith serait pas un meilleur fit à OKC qu'à Orlando. Ah, mais moi, je pense qu'OKC préférerait avoir Jabari Smith. C'est pour ça que je te dis que si le Magic ne prend pas Jabari Smith... Ça se frotte les mains. Oui. Il n'y aura pas de problème. Et ils le prendront. Mais c'est pour ça que c'est l'un ou l'autre. Et que ce qui est véhiculé depuis plusieurs semaines, depuis la loterie, c'est qu'en fait, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, et OKC sera très content de son choix. Pour tout ce que tu as mentionné, le niveau de hype à la reprise pour rien que le Media Day. Vous n'êtes absolument pas prêts pour la fanbase du Thunder lors du Media Day de septembre, et qui vont voir les premières photos de Chet Holmgren avec Josh Giddey et Shai Gilgeous-Alexander qui tiennent le même ballon. Ça va être n'importe quoi. Il va y avoir des cœurs, des flammes, ça va être fou furieux. Et donc, je pense qu'ils ont hâte de ça, qu'il y a cette dureté de Holmgren qui va apporter, parce que la dernière fois qu'il y a eu un pivot vraiment dur, c'est Steven Adams. Mais sinon, j'adore Derek Favors, mais c'était trop compliqué. J'adore Isaiah Roby, mais c'était trop compliqué. Là, tu as un garçon à vraiment développer. Et ce que j'aime beaucoup, vraiment par-dessus tout pour Chet Holmgren, c'est que dans la franchise dans laquelle il débarque, s'il va au OKC, on n'attend pas qu'il mette 20 points de moyenne. Et ça, je trouve ça formidable pour lui. C'est que s'il va arriver, on va lui dire « Tu fais ce que tu sais faire de mieux. » Donc comme tu l'as dit, défendre, apporter de la dureté, prendre du rebond, shooter à 3 points, créer des espaces. Et si tu te développes bien dans notre centre de formation, le centre de formation d'OKC, il y a quand même 2-3 historiques en termes de formation de jeunes, et bien du coup, il n'aura pas la même pression sur les épaules. C'est-à-dire qu'à Orlando, on aurait peut-être pu attendre plus de scoring de la part de Chet Holmgren. Genre, allez, t'es numéro 1 de draft, vas-y, il faut que tu mettes 20 points de moyenne. Là, je trouve que le fait d'être en 2 à OKC, ça lui va très très bien. Et j'applaudirais en premier Sam Presti s'il prend Chet Holmgren en 2 et ne nous fait pas de surprise. Donc je te suis. Sur le pick numéro 2, est-ce que j'ai bien sauvegardé ça? Ouais. Jabari Smith en 1 à Orlando, Chet Holmgren en 2 à OKC. Où est-ce qu'on va, mon cher Alex? On va à Houston. Chez les Rockets. Ouh là 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 chez là les là. Fusées. Ça y est, ça va commencer à transpirer. Passer une saison difficile. Ouais.
avec beaucoup de jeunes. Ils avaient 4 rookies lors de la dernière draft. La plupart ont été testés pendant la saison qu'on vient de vivre, dont le numéro 2 de draft, Jalen Green. Jalen Green qui, à mon avis, va être très heureux de voir arriver chez lui Paolo Banchero. Voilà, allez, vas-y, clairement. T'es content. Ah bah oui, non, je suis content. Je suis pas sûr d'être si content que ça pour Banchero d'arriver à Houston. Encore que le fit est pas si mauvais. Je pense que pour les Rockets, c'est magnifique de pouvoir drafter Banchero en 3. Si ni le Magic ni le Thunder le prennent avant. Je pense qu'on a peut-être potentiellement le meilleur joueur de la draft. Oui. Ou en tout cas celui avec un putain de plancher de malade, et s'il exprime son potentiel, ça peut vraiment faire mal. J'ai vu beaucoup de critiques sur sa défense. On en a parlé quand on a fait le profil. Moi, je les trouve un peu dur. Je trouve qu'il est pas si dégueu de base. Bien sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un des tout meilleurs créateurs de cette draft, et que notamment, on a vu Jalen Green un peu sous le poids de la pression parfois et tout, numéro 2 de draft. Je pense que là, il aurait un compère qui pourrait lui en enlever pas mal balle en main. Je pense que s'il commence à se trouver et que ça commence à combiner à 2, on a un duo extérieur-intérieur assez intéressant, avec 2 joueurs qui savent faire beaucoup de choses. Ils peuvent tous les 2 tenir la balle, tous les 2 se déplacer sans la balle. Enfin, ils savent faire beaucoup de choses. Donc après, ça va être à Stephen Silas de bien nous organiser tout ça, de bien trouver les joueurs que tu mets autour. Qui tu mets en 3 là, dans ce cas-là? Est-ce que Banchero, tu le mets en 4? Moi, je pense que oui, avec un 5. Du coup, c'est quel 5? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils se sont débarrassés de Christian Wood. Parce que ça marchait plus et tout. Je pense que le remplacer par Banchero, pour eux, c'est que du bonheur. Et que c'est une upgrade à pas mal de niveaux. Donc voilà, je pense que les Rockets, si ça se goupille comme on est en train de le dire, je pense que les Rockets clairement ne laisseront pas passer Paolo Banchero et le prendront direct en 3. Ils vont se jeter dessus, ils n'auront pas besoin de leurs 5 minutes, à mon avis. Ça va ils auront besoin de 5 secondes. Bien sûr. Petite anecdote, apparemment, que j'ai été pioché et qu'il faudra voir si elle se confirme là dans les prochains jours. Apparemment, le trade de Christian Wood, il a été acté 1h30 après le seul workout fait par Paolo Banchero qui était à Houston. Bon, évidemment, ce sont des choses qui se décident pas en 1h30, hein. Mais il y a des choses qui se sont décidées en moins que ça. Mais il y a des choses qui se décident en moins que ça. Plus gros. Apparemment, c'est un des derniers bruits qui court du fait que Paolo Banchero n'a fait un workout que pour une équipe et qu'en fait Houston ils ont fait baisser les volets, c'est bon. On va voir avec Christian Wood. Ils vont pas laisser repartir. Qui le veut, et on va faire de la place dans la raquette. Pour toutes les raisons que tu as expliquées, parce que voilà, je pense que vous le voyez et là, bien. Le Magic en 1, ils vont faire Paolo Banchero. Et là, à Houston, ça va tirer la gueule. Oh my god! Ou quoique, hein, ils seront peut-être très contents d'avoir un Jabari Smith ou Shelton Green. Ou un autre profil, tout à fait. Ou peut-être que ça sera dans ce cas-là, si le Magic fout la merde, ça sera peut-être l'occasion pour d'autres équipes, pour Houston, de nous surprendre et ainsi de suite. Enfin là, attention. Paolo Banchero aussi en 3. On reste... Je vais pas changer soudainement, pas à 48 heures de la draft. On reste sur ce qu'on s'est dit. C'est une draft où c'est à partir du pick numéro 4 qu'on va se marrer. Parce que le top 3, mettez-le dans l'ordre que vous voulez. Moi, je ne serais pas du tout étonné qu'on soit sur le cul concernant l'ordre du podium jeudi soir. Mais les 3 joueurs, ce sont les 3 joueurs. Voilà. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que Jaden Ivey et d'autres garçons peuvent finir dans quelques années meilleurs joueurs que ça. C'est juste qu'à l'heure actuelle, ça se passe entre Jabari Smith, Chet Holmgren et donc Paolo Banchero, que je mets aussi en pick numéro 3 à Houston. On a fait le profil complet. On avait déjà parlé du fit avec les Rockets dans la dernière partie où on s'était un petit peu projeté. Ouais. Je suis complètement in love du potentiel offensif d'une paire Jalen Green, Paolo Banchero. Je crois qu'on est limite. C'est sympa quand même. Je crois qu'on en est plus, limite pas prêt. C'est moderne. Hein. Ah oui, non, mais je crois qu'on est limite pas prêt. Enfin, je me demandais hier, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un 2 et un 4 comme ça qui s'entendent aussi bien et qui peuvent tous les deux avoir le ballon en main et qui peuvent créer et qui sont ultra. Dwayne Wade et LeBron James. Bon, là, ça va un peu loin, mais en termes de jeunesse. Non, mais ouais, en termes là, de. Là, t'as perdu la moitié des fans des Rockets. Alex, il a dit qu'on avait LeBron et Wade. Non, mais parce que tu me dis un 2, un 4, il jouait beaucoup 4 à Miami, LeBron, donc ça m'a fait penser à ça. Sûr. Mais sinon, oui, non, faut pas trop. Non, sinon, voilà, James Harden et Josh Smith. Bref, après, il y a des exemples comme ça. Booker et Crowder, sinon. Ouais, par exemple. Il y a quelque chose d'assez. Non, mais il y a du. Enfin, moi, ça me fait penser beaucoup à.
Jalen Rose, Chris Webber, les années fac où ça essaie de sortir, il y a un côté un petit peu genre on est trop dominant techniquement, on va se marrer, ça va être showtime un petit peu. Donc ce potentiel-là fait que j'ai très hâte de voir Jalen Green et Paolo Banchero ensemble à Houston et on va voir ce que ça donne. Parce que une fois que Paolo Banchero débarque, moi j'ai pas trop de doutes sur lui, c'est la suite. C'est-à-dire une paire Sengun-Banchero, alors pareil, j'adore l'attaque, mais il y a deux côtés du terrain. Attention. L'accumulation de jeunes, si tu as Banchero, ça veut dire qu'il faudra aussi prendre certaines décisions à venir sur un garçon comme Ousmane Garouba, qui a un premier choix de draft, un premier tour de draft quand même, donc il faudra voir aussi comment ça se prolonge. Mais tu vois, Ousmane Garouba, peut-être qu'il a du coup un potentiel intéressant à développer parce que pour le coup, lui, il a un profil qui colle, ultra défensif, qui défend, costaud aussi. Enfin, à voir ce qu'il peut vraiment donner, mais à voir en fait. C'est-à-dire que si tu as, et pareil pour Kevin Porter Jr., c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où Stephen Silas va faire. C'est plus Kevin Porter Jr. à mon avis. Et tout à fait. C'est pour ça que je le mets aussi dans la. Bien sûr. C'est pour ça que je le mets dans la discussion, c'est que Paolo Banchero, Jalen Green, Kevin Porter Jr. Je ne sais pas à partir de quel moment dans la saison prochaine certains vont dire il y a qu'un ballon. Entre guillemets, tu vois, qui vont se permettre de dire... Je sais pas à partir de quel moment Stephen Salas, il fait bon. Kevin Porter Jr., je te vois bien en 6e homme, toi. T'as une bonne tête de 6e homme, toi. S'il l'accepte ou pas. Voilà, non mais, tu vois, après ça... ça... non mais bien sûr. Il y a un moment, il y aura... Ou alors peut-être ça marchera les 3 titulaires, hein. Moi, je veux bien croire des choses. Hein. Moi, ce que je respecte totalement, en tout cas, du côté de Raphaël Stone, à la décision des Rockets, qui doit probablement se frotter les mains en voyant la situation chez les Nets en ce moment. D'ailleurs, au passage. Tu m'étonnes. C'est que quand tu es dans une situation de reconstruction post-James Harden, tu envoies, comme on a dit, tu fais des coups de poker. T'envoies des cannes à pêche et tu dis genre, allez, on y va. On va voir si ça se trouve Garouba, dans 3 ans, il est en Europe. On va voir si ça se trouve Josh Christopher, c'est qu'un 6e homme. On va voir si ça se trouve Sengun, c'est très très bien. Donc, il continue à tester. Et peut-être que sur le papier, certains vont dire ouh, ça fit pas trop quand même, Jalen Green et Paolo Banchero. Mais en fait, moi, j'y crois en attaque. Et tu prends du talent et tu vois. Hein. Et tu prends du talent et tu vois. Houston, il joue quoi la saison prochaine? C'est ça. Donc en fait, en vrai, rouler jeunesse. Paolo Banchero, il est 3e choix de draft. Nous sommes d'accord. Et donc, nous avons bien Jabari Smith, Chet Holmgren et Paolo Banchero. Alex, nous sommes d'accord non seulement sur les 3 joueurs et sur le top 3. La draft peut commencer. C'est parti. On va où? Sacramento. Ouais. Chez les Kings. Je remplis tout de suite le petit tableau. Allez hop, Sacramento Kings. Je peux même mettre Kings si vous voulez. Hein, voilà, c'est quoi? Hop, la magie du net, c'est aussi de pouvoir écrire les choses comme ça. Sacramento Kings. Nous sommes en pick numéro 4. Alex, il y a toute cette hype sur le fait que les Kings vont devoir prendre une décision. Personne ne sait ce qui va se passer. Ils veulent être compétitifs. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, personnellement, il reste encore, au moment où on tourne cette mock draft, il reste encore 48 heures. Il y a largement le temps pour éventuellement monter un trade. Bien sûr. C'est possible. Avec un pick 4, tu as quand même une belle valeur marchande à proposer. Tu peux avoir des équipes qui ont très très envie de monter parce qu'il y a d'autres jeunes qui les intéressent. Tu peux avoir des équipes qui vont te proposer un joueur un peu plus mature qu'un rookie en échange de ton pick 4 et tout, des choses à faire, puisque ce qui se dit à Sacramento, c'est qu'on veut être compétitif tout de suite. Même discours que l'année dernière. Ça veut être compétitif tout de suite et tout, blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla et blablabla. Le problème avec les Kings, c'est qu'à chaque fois on est là, ah ouais, pourquoi pas, ouais, et tout, et puis en fait non. C'est vrai. Et ça fait un moment que ça dure. Notre poteau Simon qui sera avec nous jeudi pourra que le confirmer. Un moment égale 15 ans, à peu près. Quand tu dis ça fait un moment que ça dure, c'est ça fait. C'est ça. Du coup, je pense qu'ils vont drafter. Moi. Et de toute façon, pour faire les mock drafts, j'aime bien me projeter sur les équipes qui piquent, et puis après on voit quand il y a des trades. Et du coup, en 4, il leur faut un joueur NBA ready. Oh my God. Sinon, c'est pas logique. Oh my God. Si tu prends un prospect à développer et tout, machin. Pas le sourire en coin. Il leur faut un joueur NBA ready tout de suite, prêt à contribuer sur un poste où c'est pas la immense fête chez eux, tu vois. Donc moi, je vois bien les Kings prendre Keegan Murray en 4. Alors, je valide pas du tout. Hein. Salaud, mais voilà. Alors, je les vois bien faire ça. Voilà, alors attention, qu'on soit bien clair. Hein. C'est pas du tout mon choix. Oh my goodness. Voilà. Keegan Murray en pick 4 pour Alex chez les Kings.
Bon joueur de basket, hein. L'un des plus gros scoreurs de cette QV. Bien sûr. À l'instant T, hein. Ça score, Keegan Murray. Oui, parle-en un peu parce qu'on n'a pas fait le profil complet. Ouais, on n'a pas fait le profil et tout. C'est un joueur... 6'8", c'est un 3-4. C'est un poste 4. 3-4, mais quand même plus 4, bien costaud. C'est un athlète bien sérieux. Tout à fait. Il fait la bonne taille, le bon poids, avec la bonne envergure. Il a déjà 22 ans, donc il a déjà un peu roulé sa bosse en universitaire. Il est très aimé, son profil est très apprécié par pas mal de scouts US. Hein. J'ai lu beaucoup de reports de mecs qui l'ont vu jouer, vidéo à l'appui, qui te montrent pourquoi Keegan Murray, son jeu va trop bien se traduire en NBA et tout. Je suis assez d'accord, il est NBA ready en attaque, tout de suite. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il a déjà une bonne vitesse de déplacement, il est déjà très capable même de porter la balle, pourquoi pas sur transition, et il a un bon tir. Donc c'est déjà pas mal au poste 4 en NBA. L'année dernière, il a mis plus de 23 points par match. Il va faire ses chiffres, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il va faire ses chiffres. Je pense qu'il est capable aussi de proposer une présence tout à fait correcte au rebond. Et que du coup, avec des lignes arrières composées par De'Aaron Fox ou Davion Mitchell ou ce genre de gars, à côté d'un Sabonis qui est lui aussi un facilitateur et un créateur de jeu, je pense qu'en finition, Keegan Murray peut tout de suite apporter, si tu pars du principe que par exemple il y aurait Harrison Barnes au poste 3 par exemple, hein, tu vois, si ça bouge pas trop, hein, il va falloir des mecs qui défendent. Hein, Harrison Barnes en dernière année de contrat, hein, d'ailleurs c'est formidable. Harrison Barnes, en février il est à Boston. Il va falloir qu'il se laisse pousser les bras, hein, parce que il a 4 février il est à Golden State. Voilà, mais ce qui est donc Keegan Murray, il peut contribuer. Donc si les Kings draftent, je les vois pas, parce que pour moi à cet endroit-là de la draft, vaudrait mieux drafter par exemple Jaden Ivey ou un potentiel très supérieur, un jeune joueur. Là, on a fait des profils des Shaedon Sharpe ou des AJ Griffin, des profils comme ça de mecs qui ont même pas encore 20 piges, qui ont des potentiels de tarés là, avec les qualités et les défauts qui vont avec. Hein. Mais voilà, les potentiels de tarés. Je pense pas que Keegan Murray ait un potentiel de taré. Moins en tout cas, je vois moins de upside, comme on dit dans les jargons techniques. Et puis surtout, là, sur toutes les images que je me suis bouffé, moi, il y a un truc qui m'a un peu saoulé, c'est il défend qui? Et puis alors, s'il est à côté de Sabonis, elle défend quoi cette raquette? Ça... Ah la vache! Ouais, là, j'étais un peu... Bon, j'étais là... Bon... Il est capable car intelligent, mais... C'est-à-dire que moi, je me sentais capable de driver dans cette raquette, quoi, tu vois. Après, ça, c'est méchant contre Keegan. Hein, mais Non, c'est pas sympa. J'avoue que je pense qu'il est meilleur que le peu d'images que j'ai pu en voir, certainement. En défense, c'est solide à venir. Oh, solide, c'est pas le mot que j'emploierais. Moi, je l'emploie. Allez, hop. Ah ouais, je suis un peu plus sceptique, moi. J'entends. Moi, je suis un peu plus sceptique. Et en plus, je pense que du coup, il y aura un souci de c'est quel poste exactement qui défend. Donc après, tu vas me dire, on peut toujours s'adapter en fonction de l'adversaire, en fonction de qui a à jouer en face. Le soir où il y a un bon front de courte entre Sabonis et Murray, je suis pas sûr que ce soit forcément le combo idéal pour les Kings. Par contre, je trouve qu'offensivement ça marche bien, et je trouve qu'il répond bien à ce que les Kings laissent planer comme envie. C'est le côté genre on veut être NBA ready, on veut être compétitif, on veut jouer les playoffs dès l'année prochaine. On n'a pas le temps, on a dit Aaron Fox et maintenant on a Sabonis, on a 2 joueurs de niveau All-Star. C'est un peu comme ça que ça présente les choses. Dans cette hypothèse-là, si ça draft, je les vois bien prendre Keegan Murray. Je dis pas que ce serait un mauvais choix, non, bien sûr. Mais enfin je le valide pas des masses quand même. Je vois. Après j'irai fermer la fenêtre parce que ça commence à faire des travaux. Tu les entends là ou pas les travaux? Non. Ok, parfait. Comme ça je peux respirer un peu. Keegan Murray. J'entends bien. Et je pense qu'il y a des fans de Sacramento qui vont se dire toi aussi tu mets Keegan Murray? Non. Je répondais à ton spot. Vas-y. J'entends la logique et j'ai hâte que Simon nous explique ce qui va se passer jeudi soir, puisqu'il doit être tout à fait au courant, comme tous les fans des Kings, très au courant de leur franchise. Je pense... Allez, je me jette à l'eau, Alex. Vas-y. Je pense que les Kings ne draftent pas en 4. Tu penses à trade down? Je pense qu'ils vont sélectionner Jaden Ivey et que ce ne sera pas pour eux. Mais ce serait pour qui? Alors faut aller au bout là, parce que là on est perdu là. Tu te démerdes.
Non, je pars juste du principe suivant. Il y a beaucoup de pression sur Monty McNair, il y a beaucoup de pression sur Vivek Ranadivé, et je ne sais pas s'il y a le temps, entre guillemets, de développer du potentiel comme celui de Jaden Ivey. Je pense vraiment que les Kings sont capables, là, avec leur pick 4, d'entendre plein d'offres et de craquer au finish pour faire un transfert. Je les vois totalement faire un transfert qui inclut le pick 4. Pour aller prendre un joueur qui contribue dès maintenant, Jaden Ivey peut contribuer dès maintenant, mais qui contribue en tant que joueur d'expérience dès maintenant, et ils vont aller chercher ce spot de play-in, et ils vont essayer d'aller chercher ce spot de play-off pour que ça sauve les fesses de Monty McNair et de quelques associés qui sont avec lui dans les bureaux. Question, tu les vois pas prendre Jaden Ivey pour eux? Il y a un potentiel. Il peut jouer en NBA tout de suite, hein, Jaden Ivey. Hein. Il y a un potentiel dans lequel ils prennent Jaden Ivey et c'est parti. Mais entre plusieurs choses. Premièrement, je crois qu'il s'est exprimé récemment. Il n'a pas fait ni de workout ni d'interview avec les Kings. Chacun fait ce qu'il veut, mais généralement, c'est pas très très bon signe. Hein. Après, tu peux sélectionner un joueur sans lui avoir quasi parlé. Ça peut être démenti aussi par la suite parce que ça peut être le camp du joueur qui dit aussi non, on n'a pas parlé à Sacramento. Ça, c'est la première chose. La deuxième, tu l'as dit, le poste. Ah putain, déjà là, en année 3 de Monty McNair, on va se dire il y a un embouteillage entre De'Aaron Fox. Enfin, je veux dire, tu vas prendre Davion Mitchell après avoir prolongé De'Aaron Fox pour mettre Jaden Ivey dans les pattes alors que tu as transféré Tyrese Haliburton il y a 6 mois. Je comprends pas. Bizarre. Et je sais que c'est bizarre, je comprends pas. C'est le slogan de la franchise. Non, mais c'est pour ça que je te posais la question. C'est parce que je suis d'accord avec ce raisonnement. C'est pour ça que je les vois pas drafter Jaden Ivey. Maintenant, tu me dis Jaden Ivey pour quelqu'un d'autre. Oui, pourquoi pas. Et je pense que quelqu'un va peut-être essayer d'aller le chercher et donc de proposer du joueur plus solide. Je sais pas. Peut-être qu'il y aura des situations autour de les Portland. Kings, et puis ça file Julius Randle. Potentiellement, ou tu peux aller voir les Blazers et dire bonjour, vous êtes sûr de Josh Hart parce que nous on veut bien Josh Hart plus votre pick 7 et en fait on vous donne Jaden Ivey. Comme ça, I know. Je dis juste à partir du moment où Sacramento pique en 4, s'il garde Jaden Ivey, pourquoi pas, mais j'ai du mal à voir Mike Brown, nouveau coach, champion avec les Warriors débarquer et dire ok, let's go les gars, on va continuer à faire des embouteillages sur une arrière alors qu'on vient d'enlever Tyrese Haliburton. Mais c'est, enfin, je sais bien, ce sont pas les mêmes types de profils de joueurs, mais doucement quoi, doucement. Je sais que vous avez récupéré Sabonis avec ça, mais putain. Je pense vraiment que Jaden Ivey va porter la casquette des Kings sur l'estrade, mais qu'il jouera avec un autre maillot pour sa reprise NBA. Donc je l'ai mis en 4 à Sacramento. Et après, démerdez-vous. Il y a plein de franchises. Il y a des rumeurs sur John Collins, il y a des rumeurs sur les Blazers, il y a des rumeurs sur plein d'autres franchises qui aimeraient monter chercher ce pick 4. Parce qu'ils sentent en fait qu'il est accessible. Premier désaccord de la mock draft. Keegan Murray pour Alex et Jaden Ivey pour Bibi. Ça veut donc dire, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va devoir se pencher sur nos amis. De quelle franchise, Alex, là, en pick numéro 5 ? Il faut que tu meubles un peu, parce qu'il faut que j'ai pas de chargeur dans mon ordi. Il n'y a pas de problème. Pour 2 secondes. Vas-y, il n'y a pas de problème. En pick 5, mais vas-y, de toute façon, après, je vais me lever, me faire un café et on va arrêter les travaux. En pick 5, si techniquement je suis bon, regardez, c'est... Incroyable, quel moment. Je vous laisse séquencer ça. En pick 5, nous sommes chez les Pistons. Pistons qui ont eu donc le premier choix de la draft 2021 avec Kate Cunningham. Ils étaient impeccablement placés. Hein, après discussion avec Scottie Barnes et Evan Mobley et Jalen Green pour le titre de rookie de l'année. Mais c'est vrai qu'ils ont fait le nécessaire pour avoir un franchise player en devenir. Et il faut un garçon qui puisse bien contribuer. Je parlais de c'est bon, on est sauvé. Magnifique. Je parlais de l'historique des Pistons récents dans le fait qu'ils ont eu le premier choix de la draft de dernière, qu'ils ont eu Kate Cunningham en futur franchise player, même si c'est déjà le cas. Hein. Et donc, il faudrait un joueur de complément. Nous sommes dans le Michigan. Alex, toute la Pistons Nation t'écoute. Qui tu vas mettre à Détroit? Voilà, je pense qu'avec mon petit circuit là, actuel, là, je pense que si ça se passe comme ça, le choix est fait, à mon sens. Détroit, Jaden Ivey disponible en 5, mais... Il n'y a aucun cas où si Jaden Ivey est dispo en 5 où les Pistons ne le prennent pas pour moi. Ou alors... Incroyable. Va y avoir de l'énervement dans la pièce. Donc voilà, donc là j'ai tout fait pour que Jaden Ivey soit en place. Hein, personne n'a fait de bêtises dans le top 3. Les Kings draft dans le front de court, tout va bien. Donc c'est Jaden Ivey chez les Pistons. On a fait son profil, il est retrouvé sur la chaîne. Il y a un profil également à lire sur le site. On a détaillé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de scouting sur ce joueur qui a fait une saison très complète avec Purdue
là en NCAA. Tout à fait. Avec beaucoup de minutes. On a bien vu ses qualités. Hein, donc, bonjour Russell Westbrook, bonjour Ja Morant, bonjour John Wall. On y est allé sur les comparos. Hein, Donovan Mitchell. On a envoyé, voilà, j'ai entendu du Dwayne Wade et tout. Allons-y. C'est un athlète de malade. C'est un vrai combo garde qui, à mon avis, apporte. C'est vrai que les Pistons viennent de prendre Killian Hayes il y a 2 ans, Cunningham il y a 1 an, et là ils reprendraient un garde. Mais ça me dérange pas plus que ça, puisque Jaden Ivey apporte un truc que les 2 autres n'ont pas. Ça s'appelle vitesse puissance détente. Ça s'appelle Jupiter. Vitesse puissance détente. Ils ont pas ça. Ce sont des beaux athlètes, hein. Killian Hayes et Cade Cunningham, rien à dire. Hein. Mais là, ça n'a rien à voir, Bien sûr. Et puis du talent pur, du talent brut. Et donc t'es les Pistons. T'as beaucoup de choses à construire. T'as ton numéro 1 de draft. T'as un choix de top 10 de draft, que je crois que c'est le choix 7, Killian Hayes. Donc quand même, est-ce qu'ils vont le développer? Si oui, comment? Sortie de banc. Tout un tas de choses à gérer avec Jeremy Grant. On va voir si Jeremy Grant est encore là quand cette mock draft sortira. Voilà, tu vois. Mais voilà, pour moi, la question se pose même pas. C'est si Jaden Ivey est encore disponible, t'y vas au talent, tu te poses pas de questions, tu prends Jaden Ivey, tu le mets à côté de Cade Cunningham et tu vois déjà ce qui se passe. Voilà. C'est très fluide. La photo Cade Cunningham bras croisés comme ça avec Jaden Ivey au Mediader, elle est phénoménale. Si les Kings autorisent ça, c'est un scandale. C'est un scandale géopolitique. Ça dépend. Ça dépend ce qui se sera aussi passé avant. C'est peut-être d'autres équipes que les Kings qui vont l'empêcher. Non, bien sûr, Moi, j'ai vu pas mal de mock draft qui te mettent Jaden Ivey sur le podium. Hein. Oui, tout à fait. Et on va être surpris non plus, un truc de fou. Hein. On va être surpris le soir de la draft, ça c'est sûr. Je pense qu'on va avoir quelques surprises dans ce top 5. Ce qui est en tout cas sûr, c'est que moi, il y a aussi une certaine logique. Du coup, tu fais quoi, toi? Parce que là, t'as plus de Jaden Ivey. Mais il y a une certaine logique, du coup, quand même. D'accord. On se pose des questions sur Jeremy Grant. On aimerait bien avoir un joueur productif, malin, qui fonctionne extrêmement bien avec un ball handler, qui pose des beaux écrans et qui peut pop et qui peut roule, qui va pas demander grand-chose et dire « j'ai 22 ans, je fais mon travail, je laisse toute la place et tout le shine à monsieur Cade Cunningham, je m'appelle Keegan Murray, et je vais très très vite devenir le partenaire idéal de pick and roll, pick and pop de Cade Cunningham. Ne vous en faites pas pour moi. Isaiah Stewart va faire tout le sale boulot, je vais l'aider, mais votre poste 4, vous l'avez. Vous vous débrouillez en effet pour savoir comment vous voulez allier Cunningham et Killian Hayes. On a vu beaucoup Killian en sortie de banc et c'est un poste qui lui va assez bien, donc à approfondir la saison prochaine. Il faudra voir aussi combien de temps on a le même coaching staff en place chez les Pistons, hein. Faut pas oublier ça. Et donc, je pense que si Keegan Murray est disponible, le fit me semble trop intéressant. Après, il y a toujours des questions de potentiel. Peut-être que certains, en effet, partiront sur du Shannon Sharpe, pour du Bénédicte Mathurin, qui est beaucoup monté dans les dernières mocks. Pour des raisons normales. Hein. Pour des raisons tout à fait logiques. Mais je crois que si Keegan Murray est disponible, ce qui me semble sera le cas, Détroit ira dessus. Ça sonnera définitivement la fin de l'ère Jeremy Grant à Détroit. Et puis voilà, je le mets en 5. Tout simplement. Je comprends. Je crois qu'on est bon au niveau technique. Fais voir. Ouais. Bibi a mis donc Jaden Ivey en 4 et Keegan Murray en 5. Alex a mis Keegan Murray en 4 et Jaden Ivey en 5. Sortez votre plus grand bob. C'est bon au niveau de la prise Péritel? On est ok? Ouais, on est bon. On a failli pour avoir un problème de batterie en plein milieu. On a failli mourir. Magnifique. C'est tout ce qu'on aime. On sort quoi, nos plus beaux bobs et notre tracteur? Exactement. C'est parti, marche arrière. Allez, marche arrière dans l'impasse. Récolte-moi tout ce colza. On va dans l'Indiana pour piquer en place numéro 6. Alex, que fais-tu si tu es les Pacers? Pas facile à appréhender le positionnement des Pacers, puisque moi je les attendais beaucoup mieux la saison dernière et finalement en fait ils avaient d'autres plans. Les mecs avaient décidé de mettre un gros coup sur le bouton rouge et ils sont partis et ça a tradé Sabonis en cours de saison. Enfin quand même, je veux dire les Pacers ça a pas démarré du tout comme ils voulaient avec Rick Carlisle et du coup on en avait parlé ensemble, on a bien senti que Rick Carlisle c'était pas cette équipe là, il voulait construire, il voulait travailler un truc différent chez les Pacers. Ça, c'était clair. Donc on est reparti sur une base Haliburton Duarte. Je sais pas si on peut tellement mettre Miles Turner dans la base.
Non, mais Isaiah Jackson et Jalen Smith, pourquoi pas? Exactement, tout à fait. Donc des jeunes joueurs un peu intérieurs. Et O'Shea Brissett. Des 4-5. Jalen Smith et Isaiah Jackson, c'est des 4-5. C'est des joueurs longs, assez athlétiques. Voilà, et tout. Et puis Chris Duarte et Haliburton, c'est plus une paire de guards et tout. Ce qui m'amène à me dire que les Pacers vont, à mon sens, forcément drafter, parce que c'est le projet, faut drafter. Oui. Et que, non, mais tu vois, il y a eu des rumeurs, comme quoi les Pacers ceci, les Pacers cela. Je vois pas pourquoi tu trades Sabonis pour aller refaire un truc, enfin non. Donc tu draftes, et tu draftes du potentiel. Tu y vas, du jeune, avec du potentiel, qui peut s'épanouir et tout. Tu es même prêt à prendre quelques risques si besoin. Et donc, tu prends Adrian Griffin Jr. Wow En 6. Bah, je sais qu'il a beaucoup baissé. Je sais qu'il a beaucoup baissé dans pas mal de mock draft. Je sais, j'ai vu. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté injury prone qui doit faire peur à pas mal de GM. Et je comprends parfaitement. Par contre, je pense que le mec, c'est un titulaire en NBA, mais demain matin. Bien sûr. Demain matin. Le fit est fort, hein. Le mec, il débarque, il y a qui en 3, merci, au revoir. Voilà, c'est ça. Ah oui, Justin Holiday. Ouais, Justin Holiday, d'accord. Ouais, bah je suis meilleur. Voilà, bonjour. Donc, et puis en plus, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas, c'est pas eux qui vont faire le pari chez Sharpe, par exemple, tu vois. Je trouve qu'ils colle un petit peu moins bien en termes de poste proposé, un peu moins bien, c'est jouable, tu vois, c'est quand même un peu plus sur le poste 2, je pense que ça se joue pour Shaedon Sharpe, ce qui est le poste de Duarte, qui peut aussi être le poste d'Haliburton, si tu trouves un démeneur de temps en temps à faire jouer tout dans ta rotation, alors que je trouve que AJ Griffin, lui, par contre, il va être là tout de suite, il va amener sa qualité de shoot, son gros physique de bestiau, et tout, voilà, après, faut pas qu'il se blesse, il va falloir qu'il apprenne à prendre soin de son corps et tout, mais il a énormément d'arguments, il est très jeune, il a un plafond démesuré, et si ça se passe bien, je pense que ça peut être un très grand coup pour les Pacers. Donc ouais, AJ Griffin en 6 à Indiana. On avait dit ce qui va se passer et non pas ce que tu aimerais ce qui se passe. non, mais c'est clair. Là, tu t'es fait la draft du kiff. Là, sur ce poste-là, mais ça a du le sens, top 3 n'est pas vraiment mon top 3 du kiff. Mais du coup, ça se transforme et du coup, par jeu de domino, tu arrives avec AJ Griffin disponible en 6, qui ça est plutôt logique depuis le début. Il est projeté quand même entre 5 et 10, parfois derrière 10, mais moi j'y crois pas trop. Donc AJ Griffin devrait être disponible dans ces eaux-là, et je vois pas les Pistons le prendre. Après, c'est pas non plus impossible s'il n'y a pas de Jaden Ivey. Attention, ce qui se passera au-dessus. Mais voilà, dans ma mock draft, il est dispo, et je vois pas les Pacers faire l'impasse. Je pense que beaucoup de fans des Pacers seraient très 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 contents que ta mock se valide et que AJ Griffin soit pris en place numéro 6. Certains vont peut-être se dire waouh, Rich, et d'autres vont se dire les gars, arrêtez, c'était un putain de joueur de high school. J'aime beaucoup l'idée. Et puis le fit, là, on coche toutes les cases. Ceci étant dit, je ne l'ai pas mis là. Je suis parti sur un autre type de potentiel. Là aussi, il y a du potentiel. Il y a de la jeunesse, il y a de la défense aussi. Le shoot, on verra. Par contre, il y a du playmaking et il y a tout un tas de choses à devoir confirmer. Il a 19 ans, il était en G-League l'année dernière. On va tester monsieur Dyson Daniels à Indiana en pick 6. Même si on a du Chris Duarte, même si on a du Tyrese Haliburton, eh bien certes, c'est un guard, il est polyvalent, il est attendu, il est guard, mais on peut tout à fait voir des gros signes extérieurs. En 3, On peut le mettre en 3, il est quasi 6'8", en termes de mesure. Dyson Daniel, il est très grand, il est plutôt dans le 6'8". registre. Quasi, c'est 6'7" et quelques pouces en plus. D'accord. Apparemment, de ce qui avait été mesuré. Non, mais c'est possible, je l'avais un peu plus petit, mais c'est possible. Et donc, pas besoin forcément d'un gros scoreur, mais besoin d'un joueur polyvalent, avec du potentiel qui va défendre, un des meilleurs défenseurs extérieurs de toute cette draft. Vraiment, Dyson Daniels, je pense qu'il y a des gens qui vont tomber amoureux. À Portland, à mon avis, ça chouine un petit peu parce que je sais qu'à Portland, ils aimeraient beaucoup avoir Dyson Daniels en place numéro 7. Je pense que Indiana pourrait tomber amoureux de son potentiel et dire « Ok, très bien, tu coches absolument toutes les cases dont on a besoin. On va voir pour le tir. » Mais on a déjà le playmaking dans les mains de Tyrese Haliburton. Tu es capable d'en avoir en additionnel, et Chris Duarte est plutôt un « je vais scorer », même s'il a un petit peu de playmaking. Par contre, sur la ligne défensive, on aime bien avoir ta polyvalence. Tu peux tout de suite être cette espèce de 2-3 qui va être solide et 100% adoré par Rick Carlisle.
Et donc, en ce sens, j'aimerais bien voir Monsieur Dyson Daniels en 6 dans l'Indiana. C'est un joueur qui a monté au fur et à mesure dans les mocks. Hein. On l'a vu parfois en 10, on l'a vu même monter en 12. Et puis, au fur et à mesure que les jours passent et que les interviews et les workouts ont eu lieu, il y en a plein qui se disent... En fait, entre lui, Mathurin, AJ Griffin, etc., est-ce que c'est pas lui en fait qu'il faut le plus développer? C'est une question. Certains se disent qu'ils ont un big Lonzo Ball qui arrive 2.0 et le potentiel est réel. On a ce type de joueur, big guard qui sait défendre sur beaucoup de positions et qui va pouvoir se glisser dans n'importe quel effectif, mais de manière vraiment tranquille. J'aime beaucoup le potentiel de Dyson Daniels. Ouais, non mais clairement... Il peut apporter beaucoup de choses dans cette jeune équipe d'Indiana. Sa polyvalence, surtout, a séduit beaucoup de scouts et on peut comprendre parce que tu as parlé de Lonzo Ball. C'est vrai que Lonzo Ball, il s'est spécialisé plutôt poste 1. Mais enfin, Lonzo Ball, ça défendait 2, voire des 3. Ouais, à New Orleans, il a joué 2, voire 3 parfois. Et il peut les défendre, surtout. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Moi je pars souvent du principe que ton poste est défini par ce que tu peux défendre. Tout à fait. Ou à minima par au moins les postes sur lesquels on peut te positionner. Ou ta mobilité, l'adversaire direct va pas trop te défoncer. Ta mobilité. Du coup, c'est vrai que Dyson Daniels, limite le poste 1 n'est pas le poste qui peut le mieux défendre, limite. Non, c'est vraiment plutôt les postes 2 et 3. Ouais, tout à fait. Et donc, en ce sens, vu le type de jeu rapide que Indiana a l'air de vouloir jouer avec Tyrese qui lâche les chevaux et les intérieurs dont tu as parlé qui vont courir, j'adorerais voir Dyson Daniels à Indiana. Du coup, dans la mock, si je ne dis pas de bêtises, Alex a mis AJ Griffin, Dyson Daniels pour Bibi. Nous allons changer d'endroit. Alex, on est dans les équipes du bas de tableau et on sent que ça va être un peu compliqué dans les prochaines saisons pour nos amis les Blazers. Pardon. Exactement, non, il n'y a pas de problème. Je sais pas si t'attendais que je le dise. Les Blazers, Portland, en pleine reconstruction, on va pas se mentir, autour de Damian Lillard. Ah bon? Pardon. Pour l'instant, il y a toujours le mot reconstruction et autour de Damian Lillard dans la même phrase. Attention, à la fin de la phrase. Parce que ça ne change pas, voilà, à l'avenir. Pour l'instant, c'est le cas. Je suis pas sûr qu'ils vont drafter. Oh, le coquin. Je suis pas sûr qu'ils vont drafter du tout. Non, si. Je suis... Peut-être, mais je suis pas si sûr, parce qu'ils peuvent avoir quelques petites opportunités. Tout à l'heure, tu as imaginé un package avec Josh Hart. Bon, là, c'était pour monter chez les Kings, mais tu pourrais aussi avoir d'autres packages et tout. Toujours est-il que, étant donné l'effectif qu'ils ont chez eux, étant donné qu'il y a quand même des vrais objectifs, c'est-à-dire que je suis allé faire un petit tour, là, je me le remets à l'écran, sur l'équilibre de ce qu'il y a côté Blazers. Donc Josh Hart, bon, c'est du no garantie. Bledsoe, bon, ok. Il y a le projet Anthony Simons, va falloir le signer lui parce qu'il a quand même montré des choses incroyables. T'as toujours, on en est où avec Nassir Little? Il doit être restricted le free agent, lui il doit être en fin de contrat rookie. T'as pas grand chose. Dans la musette, tu vas avoir un petit peu de place quand même si tu fais pas le con en fonction de comment tu gères les cap hold, tu devrais avoir un peu de place dans le salary cap normalement, hein, on verra après, il faudra regarder ça, c'est un peu trop tôt pour le dire. Donc si jamais ils devaient drafter, je les vois bien prendre Dyson Daniels. Les fans de Portland pour une raison simple, sont en feu, c'est exactement ce qu'ils ont envie. Je les comprends, parce que l'avantage de Dyson Daniels, c'est qu'il peut jouer à côté de Lillard, il peut jouer à côté d'Anthony Simons s'il n'y a pas Lillard sur le terrain, il peut jouer à côté des deux, s'il y a besoin vraiment. Il peut glisser en fonction de comment tu utilises Nassir Little, parce que je pense que Nassir Little, c'est quand même un projet que tu as envie de garder. Il peut jouer avec Josh Hart, enfin... En gros, sur les lignes externes, tu te prends un jeune joueur, énorme potentiel, t'en as très bien parlé là juste avant. Moi j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup, toi t'as beaucoup parlé de sa défense, moi j'adore son playmaking. Ah oui, non, je pense que ça c'est un mec qui peut t'apporter là, il peut te soulager les Anthony Simons et les Lillard en termes de création assez rapidement. Il y a une vraie lecture, il sait gérer les pick and roll et tout. Donc, c'est très important dans cette NBA moderne pour un joueur extérieur comme ça d'être capable de faire des bons choix derrière un écran. Je pense que Dyson Daniels fait partie de cela. Il m'a l'air bien collectif comme garçon. Enfin bref, donc je pense que c'est un bon coup en termes de jeunes pour les Blazers parce que en fonction de son potentiel, tu verras ce qui devient. Mais j'ai l'impression que dans le pire des cas, tu as un mec polyvalent sur ton banc qui sait faire plein de trucs. Et ça, c'est déjà super, en fait, dans le cadre d'une reconstruction.
Donc, Dyson Daniels en 7 chez les Blazers pour moi. Et du coup, vu que tu as mis Dyson Daniels au-dessus, là, je suis bien curieux de voir qui tu mets aux Blazers, là, par contre. J'ai pas les meilleures nouvelles pour les Blazers. Ah. Et pourtant, Dieu sait, mes potos Blazers, à quel point je les ai dans mon cœur, et c'est parfois compliqué ces derniers temps. Là. Il y a trop d'incertitudes. En termes de proprio, en termes de management, en termes de coach, on ne sait pas trop. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, mais ça, c'est clair. Il va y avoir des gros changements. Je pense que ces changements vont mener, là, j'arrive pas à avoir de timing, mais il y a un moment où on va se positionner vraiment sur le truc Lillard et se dire, mec, il y a tout qui est en train de changer là. Même le même les proprios, on sait même plus qui c'est. C'est qui? C'est Phil Knight de Nike, c'est ça qui la reprend la franchise? Qu'est-ce qui se passe? C'est la sœur de Paul Allen. C'est la sœur de Paul Allen qui continue. Comment ça se passe? Je pense qu'il est l'heure, et ça passe par cette draft, d'envoyer un message. Et en fait de dire, ok, on tourne la page. On va pas bricoler là, aller chercher des Jeremy Grant là. Qu'est-ce que vous allez faire avec Jeremy Grant et Damian Lillard? Non mais sérieusement, est-ce qu'on peut arrêter les conneries 2 secondes, Alex? D'aller chercher les John Collins et OG Anunoby et essayer de... Allez les gars, on va se battre pour le play-in. Clean slate, Shaedon Sharpe. Tu prends et tu essaies de développer et voir si tu fais un strike sur un garçon. Tu as Anthony Simons à qui tu vas donner les clés. Ok, si tu veux prolonger Youssouf Nurkic, il n'y a pas de problème. Si tu veux continuer avec Josh Hart, etc., il n'y a pas de souci. Développe Nasir Little, vois qui sont les garçons qui peuvent faire des riders en plein match, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais bien que... Là, Joe Cronin nous annonce que, en effet, même s'il y a l'envie de vouloir satisfaire Damian Lillard, il y a une réalité en fait. C'est que quand Damian Lillard dit j'ai envie d'être compétitif, en quoi vous allez être compétitif? Là. Et j'aimerais me tromper quand on va faire les 30 prix en 30 jours. Et qu'en fait, ils ont fait une masterclass cet été, qu'ils ont sign and trade. Quoi? DeAndre Ayton? Comment tu vas faire? C'est compliqué. Donc je prendrais en fait le mec avec le plus d'énigmes, certes, mais de potentiel. Et tu dis, vas-y gros, t'étais le numéro 1, on a fait un profil complet, t'as été le numéro 1 des lycéens lorsque t'es rentré sur le circuit universitaire. L'athlète exceptionnel. Exactement, on te projetait comme un espèce de T-Max / Vince Carter / tout ce que tu veux, quoi. Eh bien, on a les clés de la baraque dans les mains d'Anthony Simons, et on va prendre le temps de te développer. Et je suis désolé Damien, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là honnêtement? Et même j'ai envie de te poser la question Alex, là avec Dyson Daniels là, qu'est-ce que t'envoies comme message là? J'adore Dyson Daniels, mais t'envoies quoi comme message à Damian Lillard? Gros frère, on va se battre là pour quoi là? Enfin, excuse-moi, je sais pas si avec Shaedon Sharpe t'envoies un tellement meilleur message. Non, tu envoies un message clair, c'est genre en fait, il y a un moment où la maison là elle va être vendue à quelqu'un d'autre, le management... Tu connais comme moi, quand il y a un nouveau proprio, c'est difficile d'avoir le même management, donc c'est difficile d'avoir le même coach. Donc en fait, il y a un moment où le message qui est annoncé, c'est bon les gars, juste dans la continuité de ce qui s'est passé, si ça vous dérange pas en février dernier, où en fait on s'est séparé quand même de CJ fucking McCollum et de Robert Covington pour ne citer que, et Norman Powell. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu des gros changements qui ont eu lieu à Portland. Bah en fait, on va peut-être continuer sur le nettoyage et on va essayer de développer un jeune garçon, ce qui est le cas aussi pour Dyson Daniels, mais il faut de la potentielle star qui vient par la suite avec Anthony Simons. Et désolé pour cette gueulante, mais ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Les Blazers, ça me saoule. Putain, je reparlerai le soir de la draft, mais honnêtement, là c'est le niveau d'incertitude. Ça fait même longtemps que j'ai pas vu une franchise dans un niveau d'incertitude comme ça. À tous les niveaux. Hein. Franchise, mais est-ce qu'il devrait pas trader Lillard? C'est... Pour aller à ça, il faut que tu envoies des messages clairs, comme notamment, tu souhaites être compétitif, bah mec, en fait... ailleurs. Non, mais je veux dire, c'est compliqué. Est-ce qu'on va continuer aussi à payer Damian Lillard comme ça dans la reconstruction des Blazers? Et j'adore Damian Lillard, mais ça fait partie des équations. Lillard, bien sûr, ça va être un sujet. Donc il y a un moment où j'ai l'impression qu'il continue à enlever le pansement, en fait, mais genre à 2 km/h. Il y a un moment où il faut faire, vas-y, c'est bon. Et j'aimerais bien que là, jeudi soir à la draft, on se dise, on revient en arrière et on se dit, voilà, c'est le moment où les Blazers, en 6 mois, ils ont fait au revoir McCollum, au revoir tous les gars là, bye bye, on arrête avec les conneries et on tourne une vraie page. Basta. Ok. Excusez-moi. Non, pas de souci. Dyson Daniels en 7 pour Alex chez les Blazers. Hâte d'avoir l'avis des fans de Portland. J'ai mis monsieur Shaedon Sharpe avec tout un tas de potentiel à devoir développer. On va pouvoir se calmer et aller dans une franchise fort sympathique, Alex. Est-ce que tu as envie de faire la teuf?
Ouais, dans le Bayou. Exactement, nous allons dans le Bayou. En pick 8 chez nos amis fans de détectives et de très bonne nourriture, hein, n'est-ce pas? Ouais. On va se faire plaisir. Ouais. Pick 8, Pélican. Alex, magnifique saison réalisée par les hommes de Willie Green. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a beaucoup de talent dans cet effectif. Il y a beaucoup de talent. Il y a potentiellement Zion Williamson qui revient orné d'un joli contrat et qui reviendrait sur les parquets. Donc le mec, ça y est, il est prêt à jouer. Hein. Seulement la reprise, c'est dans 4 mois. Donc, falloir être patient quand même. Non, mais tu vois. Summer League. Donc, tu as beaucoup de choses qui sont prêtes. On l'a vu, notamment en fin de saison, cette saison, et en playoff contre les Suns, hein, où les Pélicans ont vraiment mis à mal les Suns. Valanciunas, Brandon Ingram, le rookie Herb Jones, le rookie Alvarado, McCollum qui joue plutôt first ball handler, quoi, sorte de poste 1 avec beaucoup de joueurs longs et tout. Des genre, comment il s'appelle, Trey Murphy, donc rookie shooter et tout ça, vachement intéressant sur le poste, plutôt poste 3, on va dire, quoi, hein, un truc comme ça. Je vois bien les Pélicans ajouter de la jeunesse, du potentiel et de l'efficacité offensive, encore une fois. Essayer en tout cas. Vu que là, ils se sont payés Alvarado et Herb Jones, 2 rookies, hors Trey Murphy, hein, mais 2 rookies genre Grinta, Defense, qui sont assez incroyables. Hein. Herb Jones fait une saison de rookie absolument incroyable, faut bien le dire. Je les vois bien ajouter de la qualité offensive en plus, du shoot notamment. Un joueur qui coupe bien, un joueur qui joue bien sans ballon. Dans une région que t'aimes bien? Oui, tu veux dire au niveau de l'université, tu veux dire? Ouais. Oui, par exemple, oui, tout à fait. Ouais, je les vois bien prendre Bénédicte Mathurin. Bénédicte Mathurin en 8. Mathurin, comme le Canadien. Tout à fait. C'est un Canadien, on n'a pas fait son profil en détaillé, donc j'en parlais là. C'est quand même un mec qui a quasiment mis 18 points par match là, en NCAA cette saison, avec un peu de rebond et tout. C'est un poste 2-3. Beau bestiaux. Long, athlétique, costaud. Et alors, bon shooter, c'est propre, il se déplace bien, il coupe bien, il a du toucher, il navigue bien dans les écrans. Peut vraiment jouer sans ballon. C'est-à-dire que si tu as McCollum avec le ballon et qu'il y a des écrans qui se baladent et tout, l'autre, le Mathurin, il va savoir glisser là où il faut pour mettre les tirs. Même chose avec Brandon Ingram qui aime bien avoir la balle quand même. Et dans l'hypothèse où tu as un Zion qui revient et que Willie Green arrive à trouver le bon équilibre pour utiliser CJ McCollum, Zion, Ingram, qui tu mets autour, est-ce que c'est par exemple Valanciunas et Herb Jones, ou est-ce que justement tu n'aurais pas besoin d'un poste 2 là, qui te space bien le terrain, qui rende ses tirs, et en qui tu peux avoir confiance, mais qui n'a pas non plus des responsabilités si dingues que ça, puisqu'il y a déjà McCollum et Ingram, tu vois. Bien sûr. Contexte, à mon avis, très favorable pour un jeune joueur comme Mathurin pour se développer. J'ai l'impression que je l'ai vu monter, hein, moi, dans des mock drafts plus haut que 8, mais j'ai l'impression qu'il sera dispo en 8. Et si c'est le cas, je vois bien David Griffin pas hésiter trop longtemps et faire hop, allez, le Canadien, c'est par ici. Voilà, tiens, regarde, c'est du rhum, c'est presque comme sirop d'érable. C'est quasi la même, vas-y, t'inquiète. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après, faut voir, il a des défauts de jeune, là, c'est vrai j'ai vu quelques bouts de match là où c'est vrai qu'il oublie un peu son joueur en défense. En défense, il va falloir des choses comme ça. Alors c'est vrai que si tu le couples à un McCollum, c'est pas ouf, mais si t'as Herb Jones, Brandon Ingram et tout autour, enfin, t'as peut-être un truc à trouver, ou des Alvarado, des gars comme ça. Il y a un équilibre à trouver du côté de Willie Green, et en tout cas les qualités offensives que t'amène Mathurin tout de suite sont à mon avis super intéressantes pour les Pélicans. Donc voilà, les Pelicanos, ça prend Mathurin en 8. Je pense que ça va être assez rapide. Vas-y. Bénédicte Mathurin. Ah, bah oui, c'est vrai que t'as déjà, oui. Moi j'ai hésité avec Shedon Sharpe. Hein. Qui est en train de chuter, nom de Dieu, dans la mock draft d'Alex. Ah là là, on reparlera de Shedon Sharpe, dont on a fait le profil complet sur YouTube, vous pouvez aller checker. Bénédicte Mathurin aussi, je le mets en 8 chez les Pélicans. C'est ce qu'on appelle un match made in heaven, comme on dit, un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique. Ils seraient très contents, les Pélicans, à mon avis, de récupérer
Le scoreur d'Arizona, moi j'aime énormément le parcours. Vous pouvez retrouver son profil complet sur le site de Trash Talk. Il a eu une vie vraiment bien mouvementée, très très gros mental, très fort. Gros bosseur, a bossé sur tous les aspects du jeu, ultra clutch. Il y a les matchs complets d'Arizona que vous pouvez revoir de cette saison. Il y aura d'ailleurs probablement un copain qui sera sélectionné aussi au premier tour, Daen Terry, si je dis pas de bêtises. Et donc, il faudra voir ce que Mathurin peut donner en NBA. Moi, j'aime bien le fait que, là, ça l'intégrerait dans un espèce de bench mob, là, mais complètement hallucinant. C'est-à-dire que c'est comme tu l'as dit, salut les copains, on va vous mettre Alvarado, Trey Murphy, Jackson Hayes, Larry Nance, plus Bénédicte Mathurin. Ça défend, ça shoot, ça court. Et vous vous démerdez, exactement, vous vous démerdez. D'autant plus que les Pels ont fait le boulot pour récupérer CJ McCollum. Les Pels de New Orleans. Les Pels ont récupéré CJ McCollum à la dernière trade deadline, notamment pour ajouter du shooting, parce qu'ils n'avaient pas non plus énormément d'options. Hein. Devonte Graham était une des options, mais il n'a pas très bien tiré la saison dernière. Il y a des rumeurs sur lui. Il va y avoir des choix à faire. Et tu es quand même content lorsque tu as Zion qui est de retour, lorsque tu as Ingram qui est là, ou McCollum, qu'il y ait un bon gars dans le corner. Et tu as Mathurin dans le corner, c'est bon. Ça va catch and shoot. Honnêtement, je regarde un peu mon top 15. En termes de mécanique de tir, un de mes tirs préférés de la draft. Moi aussi, j'aime beaucoup. Bénédicte Mathurin. Un fouetté. Jabari Smith, c'est propre aussi. Ah non, bah attends, Jabari Smith, c'est... Jabari Smith, c'est l'opéra. Tu vois, c'est quand même propre aussi. Mais c'est très très propre. Mais Bénédicte Mathurin, il y a un côté très vrai guard qui c'est vraiment genre catch and shoot. La mécanique est superbe, j'adore. Le bounce et tout, c'est super. T'allais dire ? Ah ouais, non, Bénédicte Mathurin, super. Non, après, il y a. Tu vois, bon, toi, t'as parlé de Shaedon Sharpe tout à l'heure. C'est à mon avis un bon shooter. AJ Griffin, il faudra voir en NBA, dans le contexte NBA, avec les ballons qui arrivent pas pareil, les close-out et tout, qui se démerde le mieux. Mais effectivement, Bénédicte Mathurin, il a tout ce qu'il faut pour. En fait, on se regarde, on fait bon. Faut l'inviter au concours à 3 points, là. Potentiellement, tout à fait. Et il a en plus de ça ce côté très physique, slasher, n'a pas peur du contact, peut prendre des gros rebonds. Alors oui, en effet, tu l'as dit, il y aura du travail en défense, mais il a les outils. C'est-à-dire qu'il est vraiment genre 6'6", 205, donc vraiment il a les dimensions. C'est un pépère. C'est un vrai pépère avec un P majuscule, donc il va débarquer, on va dire genre bon, voilà. En gros, il n'aura pas du tout de souci à regarder. Tu peux l'envoyer sur Détroit. Hein. Ouais, il n'aura pas de souci à regarder les autres garçons à son poste. Et j'adore le bout de potentiel qu'il a développé. C'est un de mes joueurs préférés de cette draft, notamment pour le playmaking qu'on peut lui ajouter. C'est-à-dire que tu lui offres un petit peu de playmaking avec sa mentalité et son côté vraiment bagarreur, et ça peut devenir un très très gros joueur. Ça peut devenir un des styles de cette draft. Ouais, puis les Pélicans, ils sont ambitieux. Ils ont fait un tour de playoff. Ils vont revenir la saison prochaine. Encore une fois, on verra ce qui s'est passé exactement sur Zion. Il y a de la magie avec Willie Green. Ils vont être compétitifs. Willie Green a bien trouvé le truc. McCollum, il a l'air de s'éclater sur le poste 1 qui, à mon avis, est son vrai poste dans la NBA actuelle. Enfin, franchement, pour un joueur comme le Canadien, là, comme Mathurin, d'arriver là-dedans, c'est une bénédiction. Hein. Totalement. Il y a plein de jeunes en plus. Hein. Belle franchise exactement en développement quand on voit ce qu'ils ont fait au-delà de leur shooting. Hein, quand on voit ce qu'ils ont fait, t'as l'impression que t'es jeune, t'as envie d'être à New Orleans. Là, en ce moment, c'est quasi sûr et certain. Nous sommes sur la mock draft et donc on est à mi-parcours. Jabari Smith, Chatham Green, Paolo Banchero, nous sommes d'accord avec Alex. Ensuite, on a eu un désaccord sur les Kings, lol. Ensuite, en Pistons, on a essayé de rééquilibrer ça. AJ Griffin aux Pacers pour Alex pendant que j'ai envoyé Dyson Daniels chez les Tracteurs. Shaedon Sharpe pour la reconstruction des Blazers. Dyson Daniels pour apporter de la défense et du playmaking aux côtés de Damian Lillard. Nous sommes d'accord sur Bénédicte Mathurin. Changement d'ambiance, toi-même tu sais. Ambiance de Vandale, danse de scandale pour bien évidemment mélanger totalement les lyrics. On va aller du côté de San Antonio ? Allez, chez les Spurs. Évidemment, qui draftent donc en 9. Exactement. Spurs, équipe de jeunes, qui a fait le play-in quand même, mine de rien. Ouais. C'était quand même bien, avec Dejounte Murray qui nous a quand même gratifié d'une progression stratosphérique. All-Star. Avec pas mal d'autres jeunes dont on attend avec impatience de voir ce que peut donner le développement, franchement. Oui. Kendon Johnson, votre rookie de l'année dernière, Joshua Primo, tout à fait. Les Devin Vassell et tout, enfin il y en a un paquet. Hein. Je me rappelle plus de l'autre l'ailier là, Lonnie Walker, enfin vous en avez vraiment beaucoup. Bien sûr. Du coup, j'étais un peu embêté pour voir un peu qui vous pouviez drafter. C'est un peu haut pour un pivot, non, quand même. Ouais, mais non, en fait non. Ça sera Jalen Duren. Waouh.
Ouais. Jalen Duren en direct de Memphis. En direct de Memphis. Monstre physique. Ah bah ça, putain. Oh là 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 là. Dwight. Dwight Howard, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est Dwight Howard. Enfin, potentiel, attention. Dwight Howard, pas Dwight Howard d'aujourd'hui. Hein. Oui, Dwight Howard quand il était jeune. Ouais. Un des joueurs les plus jeunes de cette draft, 18 ans et des poussières. Ouais, 18 ans et des poussières, 2m11, 115 kg par bras, une envergure, laisse tomber, c'est un délire. En plus, il a joué dans Top Boy, c'est incroyable. Il a des bras... Il a joué dans Top Boy ? Non, je rigole, mais il ressemble beaucoup à l'acteur principal. Mais ouais, il a des bras incroyables. Il a des bras immenses, donc il est grand, costaud, très musclé, très puissant déjà pour à peine plus de 18 ans. Yep. Il est très très long, il a de la détente, c'est rien de le dire. On va pas tourner autour du pot. Qualité numéro 1 du garçon, c'est que je pense que demain matin, tu le prends, tu le mets dans une raquette, bah tout de suite, c'est plus compliqué d'attaquer le cercle. Hein. Tout de suite. C'est sûr. Très impressionné par tout ce que j'ai pu voir au niveau défensif pour ce joueur. C'est vraiment de l'élite déjà défensive. En aide, il change les tirs des joueurs adverses, comme tous les grands défenseurs. Donc il y a du contre, hein, évidemment qu'il y a du contre. Mais même quand il n'y a pas du contre, tu sens que les mecs, ils l'ont déjà un peu dans la tête et que, oh là là... Oh, en fait, je vais peut-être m'arrêter en milieu de raquette et je vais tenter un petit flotteur bien haut, hein, bien en cloche. Tu sais quand il est là. Pour éviter l'autre bestiau. Il reste bien droit. Je trouve que quand il met son corps en opposition, déjà, hein, pour un jeune joueur comme ça, il a bien compris pas mal de fondamentaux. Il se prend le mec lancé dans le ventre et lui, il est là, il reste bien droit et tout. Alors évidemment, avec sa longueur de bras, c'est compliqué de shooter par-dessus. Ça, c'est sûr. Je me suis bouffé pas mal de vidéos sur lui. Hein. Vraiment, lui, c'est un des joueurs limite j'ai plus scouté. Je trouve que ça switch pas si mal que ça. Je te dis pas qu'il va switcher sur Ja Morant, hein, c'est pas ce que je dis, mais sur pas mal de postes 3-4, là, ils seront bien emmerdés pour passer. Ils seront bien emmerdés, ce qui est déjà pas mal. Donc t'as la taille, la longueur, les qualités athlétiques de puissance. En attaque, il va pas t'offrir non plus tant que ça. Bon, évidemment, si t'envoies la balle en l'air, il y a de fortes chances qu'il l'attrape et qu'il la catch, et qu'il la rentre dans le cercle avec une certaine violence. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Et il prend pas mal de rebonds. Je pense qu'en NBA, c'est vraiment un joueur qui peut devenir un bon gros rebondeur. Donc là, on a un profil de joueur, bon défenseur, rebondeur, qui va gêner l'attaque tout de suite. À mon avis, avec un plafond nettement plus élevé que Jakob Poeltl. Pas lui faire offense à l'Autrichien, mais pas déconner quand même. Évidemment, dans un premier temps, c'est très brut, hein, en termes de footwork, en termes de fondamentaux, parfois même de toucher offensif et tout, ça va être un peu compliqué. Je sais pas si les Spurs pourront l'utiliser tellement plus en attaque pour autre chose que tu fais un écran, tu roules, et puis si on te la met en hauteur, vas-y, écrase tout. Voilà. Sauf que de l'autre côté, en défense, c'est très très fort. Et vu les progrès de notre ami Dejounte Murray, vu le nombre de joueurs qu'il y a sur les postes 2, 3, 4 à essayer là, à San Antonio, Keldon Johnson, Lonnie Walker, Devin Vassell, Joshua Primo, je sais pas ce qu'il y a d'autre, Bastien, j'en ai peut-être oublié, je sais même plus. Non, il y en a plein, mais voilà. C'est bon, on s'est retiré d'Eric White, donc on verra pour Josh Richardson. Voilà, on verra. Mais en tout cas... je pense que ce serait intéressant pour le joueur et pour San Antonio comme type de pari. Et que San Antonio n'est pas pressé, sont pas forcément en train de jouer le top 4 de l'Ouest la saison prochaine. Ils ont un peu de temps pour essayer de développer des joueurs et voir ce que ça donne. Et si ça se trouve, tu as le rim runner défenseur de demain. Là, c'est Jalen Duren. C'est tout le débat. Avec Dejounte Murray, tu sais que tu as un axe 1-5 déjà à attaquer, c'est très chiant. Et eux, ils peuvent t'attaquer vraiment de manière intéressante à terme. C'est toute la rumeur. En ce moment, il y a de plus en plus de gens qui se disent il y a très très peu de choses qui leak du côté de San Antonio. C'est difficile d'avoir un avis sur ce qu'ils vont faire. C'est ce qui a fait que les dernières drafts, notamment, on était là genre putain, Devin Vassell, putain, Joshua Primo, ok. Beaucoup de surprises côté San Antonio lors des dernières drafts. Mais les rumeurs disent de plus en plus genre j'ai ouï dire qu'ils vont enfin prendre un intérieur. Parce que bon, Luka Samanic, ça n'a pas non plus été la folie. Et j'aime beaucoup l'idée que tu proposes avec Jalen Duren. Je pousserais même davantage en disant tout le débat sur ce poste de pivot, c'est entre lui et Mark Williams. Ça va être notamment une des... Dans le second lot des intérieurs.
C'est-à-dire, il y a Chet Holmgren, etc. Mais après, on va essayer de savoir qui de Jalen Duren ou Mark Williams va faire une meilleure carrière. C'est un petit peu ça aussi, l'interrogation. Tout à fait. Pour voir qui vont être ces deux garçons. Mais je ne vais pas partir sur un pivot. Ah, alors vas-y, dis-nous. Bah, il y en a un que tu as mis dans ta mock que je n'ai toujours pas mis. C'est vrai. Ah, vous prendriez le risque, entre guillemets? L'autre, il se l'est descendu peinard en neuf, et au calme, chez moi, à la maison. AJ Griffin. Je vois le genre, ouais, d'accord. On y va. Dis donc, il a baissé dans les mocks. Réalité. Oh mince alors, comme c'est dommage. Mais il a baissé. Oh bah il y a le meilleur joueur de la draft à San Antonio, dis donc. Ouais. Oh bah dis donc, la meilleure carrière. L'abus. Non, j'exagère. Tout le monde a la BU. Mais il est très fort. Il est très fort. Je le vois. 9, c'est un style, hein. Fine, mais ce que je sais juste, c'est que... oui, bah pas de problème. Et pourquoi pas honnêtement, au-delà de ce côté amusant, etc., il y a en ce moment des vraies discussions sur le fait de savoir, quand tu alignes sur la même ligne Dyson Daniels, Shaedon Sharpe, Bénédicte Mathurin, AJ Griffin, Johnny Davis, je schématise, mais un petit peu les 2, 3 là, etc., qui est choisi en premier et dans quel ordre seront-ils choisis? C'est un vrai débat en ce moment. Il y a des gens, par exemple, toi tu mets AJ Griffin très haut, il y en a plein qui mettent... Il y en a plein, par exemple, qui vont mettre du AJ Griffin après Bénédicte Mathurin. C'est une discussion en ce moment. Et donc, moi je deux places d'écart. Oui, tout à fait, voilà. Donc, moi, je l'ai fait un peu chuter. Bon, il s'avère qu'il termine à San Antonio. Bon, ça, mince alors. Ça, c'est vraiment... Oh, putain. Ah merde, putain, on est en 9. Bon, ça commence à faire beaucoup de gens sur les ailes. Il va falloir faire du tri, là. Il va falloir faire du tri. L'avantage, c'est qu'il faudra aussi se poser des questions sur Lonnie Walker au niveau de la prolongation cet été. Parce qu'il fait partie des garçons qui ont été développés et qui ont demandé un chéquier. Donc, je ne sais pas combien les Spurs voudraient mettre sur Lonnie Walker. Je pense que c'est un peu haut pour aller prendre un pivot parmi Jalen Duren et Mark Williams. Et je pense que AJ Griffin coche en fait trop de cases. Ah, si le mec descend en 9, tu y vas. Tu y vas parce qu'en fait, il est mindset San Antonio. Il est propre, il est quali, tu sais déjà ce qu'il va faire, il va shooter à 3 points, il va défendre comme un zinzin. Tu peux continuer à bien le développer dans ce range de jeunes là où il va totalement se régaler. Et oui, moi je veux bien essayer de voir, comme d'autres franchises ont essayé de le faire, cette espèce de développement de Devin Vassell plus AJ Griffin sur les ailes au niveau défensif. Allez-y, essayez de passer. On va vous filer les plus grosses missions et on va voir lequel des deux devient le meilleur en fait, devient notre espèce d'ailier titulaire. Donc je pense que ça a le mérite de se tester. Même pas encore 19 ans, AJ Griffin. On y va. Alex l'a mis en 6. 6 au Pacers, ouais. Je l'ai mis en 9. Tu as été très complet sur lui. Je vais rien rajouter. On en a fait un profil complet. Donc voilà. Je me permets, monsieur AJ Griffin. Il est en numéro 9 chez les Spurs. Et tu as mis Jalen Duren. Tout à fait. On va changer de région. Hop. Allez, hop. T'inquiète. C'est très très bien. C'est ma souris qui a ripé. Les gens sont habitués avec les cafés. J'ai changé de chaîne pour rien. Nous allons de quel côté? On va à Washington, chez les Wizards. En pick numéro 10. Qui pique en 10. Tout à fait. J'avoue que je me suis pas mal posé de questions. Puisque là, on rentre en sortie de top 10. On rentre dans une zone où il y a pas mal de profils de joueurs qui peuvent coller, qui peuvent intéresser. T'as Jeremy Sohan, je sais pas comment on dit. On va dire Sohan. T'as Jonathan Davis, dit Johnny Davis. Oh yeah. J'ai vu pas mal de gens dire que Terry Eason, il pourrait aussi intéresser pas mal de scouts autour de la 10e place, l'ailier fort là, dont on reparlera peut-être à un autre moment. Ou peut-être pas. Malakai Branham aussi. Ouais, c'est bon ça. Hein? Ouais, bah on sait jamais. Ousmane Dieng, le français de Nouvelle-Zélande, est parfois cité jusque-là. Il monte jusque-là, parfois. Ça te dit qu'on reprenne un petit forward là chez les Wizards? Là, il n'y en a pas assez. Non, voilà, donc non. Pas de forward chez les Wizards. Je pense que si tout se déroule comme je prévois que ça se déroule, les Wizards seront donc en position pour... Dans le cadre de leur reconstruction autour de Bradley Beal, parce qu'on parle des Blazers, mais les Wizards, c'est rien d'autre qu'une reconstruction autour de Bradley Beal, pour prendre monsieur Shaedon Sharpe. Ah oui, il a bien chuté. Formé par Bradley Beal, c'est bien. Bah, c'est son mentor parfait. Pardon. Et puis on verra ce qu'on fait de Porzingis, on verra comment tu gères Porzingis. Parce que Pardon. Le problème, c'est que je pense que les Wizards vont payer Bradley Beal. Je pense qu'ils vont payer Bradley Beal, les Wizards, et qu'ils vont le payer au max. Là, on voit des chiffres passer qui sont complètement démesurés, à mon avis. Ça va. Mais bon, ça, Ça va.
250 millions sur 5. À mon avis, on a un peu trop tendance à banaliser le contrat max et après on se retrouve dans des situations impossibles. Salut John Wall, salut Russell Westbrook, tout ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bradley Beal, pour moi... Allez, lâche ton scud, c'est parti. Est-ce que c'est vraiment un franchise player sur lequel les Wizards peuvent reconstruire? Je trouve que Bradley Beal doit encore le prouver. Je dis pas qu'il n'en est pas capable, j'aime beaucoup son talent. C'est un joueur qui offensivement, moi, m'a bluffé énormément. Il a beaucoup progressé depuis qu'il est dans la ligue. Je le trouve bon balle en main et tout. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes avec lui. Je suis pas persuadé que Porzingis soit l'intérieur idéal, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement parce que ça cause autour de Thomas Bryant et tout. Ça cause, ça dit que Deni Avdija aussi pourrait tout de suite être transféré. Hachimura, j'ai même vu des rumeurs sur Kyle Kuzma, alors que bon, c'est le GOAT à Washington. Mais bon, donc du coup... Je pense que, bon an, mal an, les Wizards, ils vont pas se prendre la tête. Shaedon Sharpe, s'il est encore dispo. Bastien, t'as parlé de son potentiel qui est complètement dingue. Ses qualités athlétiques sont immenses. Poste 2-3, tu le fais jouer en derrière ou à côté de Bradley Beal. Il progresse, tu vois ce que ça donne. Et si jamais il y a un petit coup de Trafalgar, eh ben, toi, t'as déjà le gars qui pourrait reprendre la suite. Donc s'il est encore dispo, puisque moi c'est le cas dans ma mock, puisque du coup je lui passe AJ Griffin devant, je lui passe Bénédicte Mathurin devant, je lui passe Dyson Daniels devant, enfin tu vois, je lui passe quand même quelques joueurs extérieurs devant, ce qui sera peut-être pas le cas, hein, mais c'est pas non plus impossible. Les mecs qui n'ont pas joué comme ça depuis longtemps, parfois il y a un peu de réticence. Attention, ouais. Un peu comme les mecs blessés comme AJ Griffin, tu vois. Enfin les injury prone à la AJ Griffin. Donc du coup, s'il est encore dispo en 10, je vois bien les Wizards le prendre en se disant, bah écoute, au moins... Puis dis donc, en termes de shoot derrière Bradley Beal, ça se trouve, c'est lui tout de suite. Hein. J'aime bien la logique. En fait, la logique, elle est impeccable. Vraiment... T'as vu? Ouais, mais c'est les Bradley Wizards. Beal, Shaedon Sharpe. Oui, mais c'est Tommy Sharpe. Shaedon Sharpe. Ouais, Tommy Shepard, t'es vache. Il fait pas que du mauvais boulot. Je n'ai pas dit ça. Voilà. C'est mieux qu'avant. Hein. C'est mieux qu'Arnie Grunfeld. Hein. De toute façon... Oui, voilà. C'est mieux que quand il n'y avait personne, hein, quand même. Hein. C'est meilleur que le caca. Hein. C'est meilleur que le... Ouais, c'est vraiment meilleur que le contrat d'Autoporteur Junior. Hein. Ça, on se souvient avec John Wall. Ça, c'est marrant, il y a un running gag. Non, John Wall, on est vache. John Wall, c'est un autre problème. Oui, bien sûr, mais bon. À l'époque, moi, je l'aurais signé aussi, ce contrat. Tout à fait, moi aussi. Il faut savoir être quand même objectif, puisque c'est quand même le mojo sur cette chaîne. Non. Kelly Oubre, Yann Maimil, ça, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais attends. Je ne reviendrai pas dessus. Je trouve que ta logique est très très bonne jusqu'à ce que je réalise qu'en fait ils sont amoureux des forwards et qu'à chaque draft Washington prend un forward. Bon, voilà. Ils ne vont pas en prendre un là, donc je me suis calmé. Hein. Je me suis dit qu'est-ce que tu Tommy Shepard. J'annonce. Qu'est-ce qui te reste toi? Je vais leur mettre mon joueur préféré de cette draft. Abadji? Non. Akbadji, pardon. J'ai 2 joueurs préférés dans cette draft. Le numéro 2, en termes de style potentiel, c'est E.J. Liddell du côté d'Ohio State, dont on pourra reparler. Et mon numéro 1, c'est Johnny Davis, que je vais mettre à Washington. J'aime bien aussi. Qui coche absolument toutes les cases. Je ne comprends pas ce que ce mec... Je l'aime trop pour le mettre aux Wizards, moi. Regarde-le. Toi, tu l'as mis à OK ici, je vais péter un câble, là, je sens. Je le mets à Washington parce que je pense, pour les mêmes choses que tu as mentionnées, hein, c'est parti, il nous faut là une assurance, tout Bill, puis c'est bon, on a pris assez de forward, là on sait pas encore quoi faire. Déjà qu'on a une histoire avec Daniel Gafford, Thomas Bryant, il faut qu'on se dépatouille, et qu'on a une histoire de Hachimura, Kuzma... Johnny Davis, c'est un poste 3 un peu quand même. Hein. Johnny Davis, c'est un 2 qui peut jouer 3, il n'y a pas de problème. Ouais oui, il est pas non plus si long que ça. 3 direct, moi. C'est un 2 qui pourrait jouer 3, qui a du potentiel en tout cas à développer. J'adore. J'aurais aimé qu'on fasse limite un profil, parce qu'il aurait duré 45 minutes sur la chaîne. Cool à regarder. J'adore. Il est compétitif. Il a un shoot à mi-distance. Il est teigneux. Il se bat au rebond comme jamais. Il est malin. Il s'insère dans le collectif. Il peut être clutch. Avant qu'il se blesse à sa cheville, il avait des pourcentages de zinzin. C'était avec Keegan Murray un des meilleurs scoreurs de toute la nation. Et du coup, après... sa blessure, ça a été difficile pour lui du côté du Wisconsin, et donc ses pourcentages ont chuté. Mais il a une bonne lecture du jeu, il va au panier. J'adore Johnny Davis. Je vais regarder les Wizards ou n'importe quelle franchise qui le prend, parce que c'est vraiment... En gros, mon Tyrese Haliburton d'il y a 2 ans, tu vois, et ben c'est Johnny Davis sur cette draft. Voilà, c'est le mec sur lequel je vais jeter un petit peu mon truc et dire, coup de tampon Bibi, on y va.
Oui, il y a un peu le seum potentiel qu'il aille à Washington, mais où qu'il soit, il va faire son trou. Je l'aime trop pour qu'il puisse, même à Washington, ne pas faire son petit trou. J'adore le caractère et je pense que s'il aille Bradley Bill, il va faire genre ok, je kiffe. Je kiffe trop. Allons-y. Je me marre parce que je pense déjà au tweet en majuscule du mois de janvier. Les Wizards, si vous me niquez la carrière de Johnny Davis comme ça, alors là, ça va pas le faire. C'est en majuscule. Il se peut que j'envoie ça. Le truc en majuscule, là. Oh, tout à fait. Je vais descendre. Hein. Ouais, tout à fait. Au nom de Dieu, Bradley Beal transféré à Miami, les clés de la baraque dans les mains de Johnny Jojo. Il a un prénom génial, j'adore son jeu. C'est vraiment un gars que j'adore, 20 ans, pure polyvalence. Tu as dû le voir aussi, on en parlait avec Simon la dernière fois. Je ne peux que sortir des louanges à propos de Johnny Davis. Non, c'est clair. Non, pur joueur. Après, il y a des micro-défauts qui peuvent le faire un peu. C'est pour ça qu'on l'a plutôt verdis, tu vois. Genre, notamment le balle en main, la création. En même temps, avec Bradley Beal, il pourrait apprendre. Hein, c'est intéressant. Hein. Ouais, voilà, ou le shoot à 3 points. Peut-être la défense aussi. Shoot à 3 points. Défense, j'ai aucun problème. Mais shoot à 3 points, ouais, je peux comprendre. Ah ouais, non, moi je pense que shoot à 3 points, il va l'acquérir sans problème. Alors, ouais, c'est un vrai shooter. Hein. Il a un beau geste et tout. Hein. Nous sommes d'accord. Dans tous les cas, tu as mis monsieur Shaedon Sharpe en place numéro 10 qui a bien chuté dans la mock d'Alex alors qu'il était annoncé top 5. On en a même fait un des 6 profils. Ça chute pour le Canadien. Johnny Davis sera pour moi dans la capitale. On va sortir du top 10 et passer en place numéro 11. On a qui en 11, Alex? Nous avons les New York Knicks. Avec Alicia Keys au piano. Tout à fait. Allez, hop. Jay-Z au mic. Allez. C'est parti, pick numéro 11, nous sommes dans le Madison Square Jardin de Trae Young. Saison très compliquée pour les Knicks. Après une saison vachement bien avant, bon, ils avaient perdu en play-off contre les Pigeons. Malheureusement, la saison suivante, ça s'est tout gâté. Là, du coup, il y a eu des histoires autour de Julius Randle. La première saison d'Evan Fournier dans la grosse pomme, complicado, c'est le moins qu'on puisse dire. Des problèmes à la main, on ne sait pas qui mettre, on ne sait pas comment faire. On utilise le rookie, Emmanuel Quickley. On essaye Quentin Grimes, qui est aussi un rookie. On a Mitchell Robinson. Enfin, c'était un peu le bordel. Le seul joueur, je trouve, qui a réellement tenu son rang et continué à faire des trucs bien positifs, c'est RJ Barrett pour moi. Tout seul, je veux dire, Evan et Julius, bon, il y a eu quelques petits éclairs, mais c'est vite fait. Du coup, j'avoue que j'étais bien embêté. De toute façon, j'étais embêté pour savoir un peu ce que les Knicks allaient drafter. Qui tu nous mets à Puisqu'en 11, t'es souvent, hein, t'as déjà laissé passer 10 joueurs, donc il y a de fortes chances quand même que les tout meilleurs joueurs de la draft soient déjà partis. Du coup, en 11, j'avais envie de leur mettre un joueur qui, au moins, je sais qu'il leur sera utile tout de suite et que le Madison Square Garden va adorer. Donc, je leur mets Jeremy Sohan. Sohan, on dit Sohan, ouais. La France dira Sochant, mais bon, je vais éviter les marques de centres commerciaux. Jeremy Sohan. Ailier fort. J'adore. Moi aussi. Et je pense que le Madison Square Garden va l'adorer. Sean Marion. Si jamais les Knicks le draft. Sean Marion. Genre de Sean Marion, tout à fait. Bon. Alors là, au niveau défensif, sur le front de courte, et même quand ça switch sur D2 ou D1, ils vont passer des mauvais moments. Des très mauvais moments. C'est un malade. Attends, c'est un taré. L'autre, dans la tête, il pense qu'à ça. Alors c'est vrai qu'au niveau offensif, on va voir, j'ai vu beaucoup de gens dire ouais, c'est un 3&D et tout, il est où le 3 ? Non, c'est un 10. C'est un 10, voilà, on est bien d'accord. Donc là, il y a, même si je veux bien croire qu'il puisse bosser sur son tir et que ça devienne honorable et tout, pour l'instant c'est compliqué. Pourcentage absolument affreux au lancer franc, la création, je suis pas sûr et tout. Par contre, dans l'état actuel où sont les Knicks, où ça a manqué d'envie, de détermination, où malgré Tom Thibodeau, on les a vus avec des errances défensives absolument catastrophiques, où on a vu un 5 majeur qui avait du mal à se positionner en termes d'intensité et tout. Je ne dis pas que Jeremy Sohan va être titulaire direct s'il se fait drafter par les Knicks. Je pense qu'il va être titulaire très rapidement. Ouais. Il est fort en défense. Il va se défoncer. Ils vont le surkiffer. Le Garden va l'adorer. Les adversaires vont le détester.
Il peut switch, il est fort sur l'homme, il est concentré, il y a un vrai QI défensif, mais en plus il fait les bonnes aides, il y a une mobilité latérale. Oui, parce qu'attention, hein, le mec fait déjà 2,034 m, il y a de la bonne vieille envergure, et en plus, ça bouge vite, il lâche rien, il a vraiment des pieds et tout, il se bat bien sur les écrans, il respecte les schémas tactiques défensifs, il y a de l'énergie, il y a du hustle, il va aller se battre au rebond. Enfin... Je pense que ce joueur est un complément idéal du talent offensif des Barrett, Fournier, Randle. Si tant est qu'ils sont encore là tous les trois quand la saison prochaine démarrera. Ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, Jérémy Sohan, je pense qu'il a les épaules pour adorer New York et je pense que New York peut l'adorer. J'aime beaucoup. J'en reparlerai un peu plus tard de Jérémy Sohan parce qu'il va être... Le Joachim Noah des ailiers. Dans mon top 15, c'est pas mal ça. Pourquoi pas. En tout cas, au niveau des coupes de cheveux, on sera prêt. Hein. Changement de couleur tous les jours. Ah bah lui, ouais. Par contre, attention. Une histoire c'est clair qu'il a un petit côté Rodman aussi en termes de style. C'est vrai. On aime la défense. On a Tom Thibodeau. Il faut régler certaines choses. Il y a un bout de potentiel. Et il y a un poste où on a un peu des incertitudes. On a prolongé Nerlens Noel, mais on ne sait pas trop quoi faire de Mitchell Robinson. On se demande comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu vas mettre, toi, là? Jalen Duren. Un jeune comme ça, là, qui doit tout se développer, là. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit un cadeau, mais c'est intéressant. Pour Jalen Duren, non. Et voilà, oui, c'est ça que je dis. Ouais. Bien sûr, mais je pense que déjà, bon, il y a plein de postes sur lesquels il faut régler des choses. Hein. On le sait que c'est sur le playmaking notamment hein, que New York a envie de se renforcer. Ça me rappelle ce dont on a parlé, Alex, toi et moi en off. C'est pas non plus un haut de draft avec des purs meneurs typiques. Non, on n'a pas vraiment de poste 1 comme ça qui sort à fond du lot. On est beaucoup sur des extérieurs qui savent porter la balle, mais... Exactement. C'est un peu compliqué. J'avoue. Il faut vite tomber sur Ty Washington pour avoir du vrai meneur type meneur. Mais Ty Washington, je sais pas s'il est loterie. Hein. Non, c'est pour ça. Ouais, donc il faut, tu vois, il faut chuter pour essayer d'avoir un vrai meneur. Mais donc du coup, je mets de côté l'aspect meneur. Je pense que New York ira faire ses emplettes sur le marché, soit de la free agency, soit des transferts. Par contre, ouais, je veux bien tester un Jalen Duren. Il y a du vrai beau potentiel. Il a toute cette défense dont tu as parlé. T'en as parlé en long et en large. Il y a un côté vraiment hallucinant avec lui. Il n'a que 18 ans et des poussières. Donc il y a vraiment tout un univers à créer autour de lui. Et je pense que c'est bon. On a fait le tour de l'affaire Mitchell Robinson. C'est-à-dire que les fautes à tour de bras et quelques grosses actions pour après se faire outplay par des mecs plus intelligents, ça suffit. Jalen Duren, si ça se trouve, dans 2 ans, fait un meilleur début de carrière que tout ce que Mitchell Robinson nous a prouvé. Ouais. C'est possible. C'est tout à fait possible. Et donc en ce sens... Eh ben, j'adore Nerlens Noel. En fait, il n'y a aucune certitude au poste de pivot à New York aujourd'hui. Aucune. On ne peut pas me dire Taj Gibson, Nerlens Noel, Mitchell Robinson, c'est bon, on est cover. Personne ne peut dire ça. Ce n'est pas possible. Non, donc, compliqué. Du coup, à New York, si tu prends un peu le coup de pouce qu'a pu faire notamment, le coup de poker, pardon, qu'a pu faire Monsieur Pat Riley avec Bam Adebayo en pick 15, si je ne dis pas de bêtises, il y a 3-4 ans. Où il sortait de Kentucky, si je dis pas de bêtises, et c'était en mode bon bah on va voir. Il y avait Hassan Whiteside à l'époque, et il s'était dit bon bah on va voir au cas où si on arrive à bien développer ce gars, on peut se retourner et se dire bête de choix. Et bah à Miami ils sont très contents. Évidemment je souhaite la même chose pour Jalen Duren, mais je serais assez content si les Knicks le prenaient parce que certes on me dirait ah bah non on est compétitif avec de 18 ans. Ouais mais gros commence déjà à assurer ton poste de pivot. C'est quand la dernière fois que vous avez eu un vrai gros pivot sur lequel vous pouvez compter qui est efficace quoi. C'est quoi? Parce que tu peux même pas dire genre c'est quoi? C'est Porzingis, Tyson Chandler. Ouais, ou Tyson Chandler défenseur de l'année quoi, c'est dur. Non, je suis vache, ouais. T'as fait Marcus Camby. Tout à fait. Ça date. J'aimerais bien un petit peu autre chose. Donc, chez les Knicks, Alex nous a mis Jérémy Sohan et j'ai mis Monsieur Jalen Duren. Nous allons retourner, si je ne dis pas de bêtises, dans l'Oklahoma. Oui, tout à fait. C'est le 2e pick. Du Thunder. J'allais te poser une question tout de suite avant de te laisser t'exprimer. C'est le pick de qui déjà celui-là? C'est les Clippers. Ils ont récupéré le pick, excuse-moi, des Clippers, tout à fait, de leurs 57 picks récupérés pour Paul George. J'allais te poser une question tout de suite et je te laisse toute la parole et la plateforme. Ils draftent 2 fois dans le top 12 le Thunder ou pas? Ouais, tout à fait possible. Il y a des joueurs pour eux là. Vas-y, il y a des joueurs pour eux. En plus, avec la satisfaction d'avoir gratté le pick numéro 2, ils vont pouvoir se prendre un joueur très fort. Et donc, du coup, je trouve que le 2e choix en 12 a du sens. Après, on verra. Peut-être qu'il va y avoir des packages qui vont être faits. Moi, je les vois bien drafter ces 2 picks-là, en tout cas. Allez.
Je dis ça parce qu'il y a eu des rumeurs de monter dans les 10, hein, pardon. Ouais, tout à fait, ouais, d'utiliser ce pic-là et un autre pour monter dans les 10. Ouais. Pour aller chercher qui? J'ai pas trop bien compris. Moi, je pense qu'en 12, tu peux avoir Johnny Davis encore disponible et que du coup, je pense que ça irait très bien pour tourner avec Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz-Dort et Josh Giddey. Si en 3 quarts d'heure... Jabari Smith ou Chet Holmgren dans ta raquette, non, mais stop. Tu rajoutes Johnny Davis dans ses extérieurs, va falloir commencer à jouer sérieux par contre. Hein. Bien sûr. Mais il y a moyen. Si en 3 quarts d'heure, Sam Presti prend Johnny Davis et Chet Holmgren, je pars du live. Je préviens. C'est beau. Ça serait la beau. vache. Ce serait beau. Ce serait très beau. Le style. Johnny Davis, t'en as très bien parlé. J'adore ce joueur. Swingman, la poste 2-3. Bien long comme on aime. Moi, je trouve que c'est un vrai shooter. Plus mi-distance dans un premier temps, mais je pense que son 3 points, ça viendra. Bon slasher, bon passeur. Il comprend bien le jeu. Il score bien déjà. Quoi. Il sait un peu tout faire. Je l'imagine parfait pour sortir du banc. Là. Et en plus, il aura autour de lui, je veux dire, Josh Giddey, c'est un joueur altruiste. Luguentz-Dort, c'est un joueur qui se défonce pour le collectif. Shai Gilgeous, il a montré qu'il savait de mieux en mieux jouer pour les autres. Enfin, du coup, tu peux vraiment construire une ambiance de jeunes vachement intéressante là à OKC. Donc, je pense que si Johnny Davis est encore dispo là en 12, ouais, no-brainer pour le Thunder. Tu rajoutes ça à l'effectif. Oh là là. Si c'est le cas, vous allez avoir du live tweet des matchs du Thunder l'année prochaine. Hein. Je vous préviens. Hein. Les mecs, ils font ça, là? Non. Le petit line-up, là. Petit line-up avec Shai Gilgeous, Johnny Davis et Luguentz-Dort. Chet Holmgren dans la raquette et puis Pokusevski en 4, par exemple. Ou Isaiah Roby, ou on verra ce qu'ils nous bricoleront. Flemme totale. S'ils font ça vraiment, je rends mon chapeau et je dis vas-y, t'as très bien fait, Samuel. Superbe draft. Tu peux faire ce que tu veux après. Tu peux prendre le mec du Biocop en bas de chez moi, il n'y a pas de souci en deuxième tour. En tout cas, sur le papier, tout ça fonctionne très bien. Ça fait beaucoup de talent, des jeunes joueurs à développer et tout. J'aime beaucoup. Donc moi, j'ai une mock draft dans laquelle ça fonctionne. Hein. Johnny Davis, dispo en 12. Magnifique. Interviewé il y a quelques mois et quelques années même, il avait dit que sa franchise préférée, c'était le Thunder et qu'il adorerait notamment pouvoir jouer pour cette équipe parce qu'il est né, si je dis pas de bêtises, dans le coin. Après, il a grandi partout. Hein. Il est allé en Pologne, il est allé en Allemagne. Il a fait sa formation à Baylor. Tu as très bien parlé de Jeremy Sohan que je mets chez le Thunder. Bien content aussi. Hein. Si Jeremy Sohan, il est avec Chet Holmgren dans la raquette du Thunder, tu crois et Luguentz-Dort. Tout à fait. Tu crois que leur rating défensif il va un peu être modifié avec ce genre de draft? J'adore évidemment Jeremy Sohan plus que d'autres prospects parce qu'il y a un côté totalement NBA moderne et NBA de demain. J'ai eu une espèce de vision. Il y a eu des matchs que vous pouvez aller revoir de Baylor, notamment Baylor, si je dis pas de bêtises, contre Kansas. Il y a eu Baylor aussi contre Alabama, je crois. J'avais vu 3-4 matchs complets, 4-5 matchs complets de Jeremy Sohan. Tu sais déjà qu'en fait, un jour, il va aller en playoff et il va avoir ce rôle un peu dans un autre registre à la Grant Williams où en fait, tu sais déjà qu'il rentre et qu'il peut faire 25 à 30 minutes à switcher sur les postes 3, 4, 5. Je l'ai vu contre North Carolina, se taper là contre North Carolina. Il a défendu sur les 5 postes. Littéralement, il a boxé des gars au poste et au rebond, qui est Baycott en plus, à un intérieur bien physique du côté de North Carolina. Il a défendu sur Caleb Love. Il a défendu sur d'autres gars, sur Brady Manek et tout. Enfin, moi, je l'adore. Et après, oui, tu l'as dit, il y a des grosses interrogations offensives, parce que tu dis, si ça se trouve, c'est juste un glue guy qui va être très très bon. Mais en fait, déjà, un glue guy en 12 qui fait une longue carrière, c'est super. C'est ça. C'est déjà super. Et je te dis, comme tu citais l'exemple des playoffs, voilà. Quand le mec va défendre sur Paul George dans une série, sur je sais pas qui, sur LeBron la série d'après, hein, ou Luka même, je m'en fous. Voilà, et Karl Anthony Towns en fin de possession contre les Wolves, tu sais qu'attention. Hein. Il va être trop relou. Je sais pas si tu as envie d'en débattre maintenant, on le fera peut-être jeudi, mais je pense que Dyson Daniels est le meilleur défenseur de sa QV sur la ligne extérieure. Je pense que pour défendre sur les 5 postes, c'est peut-être Jeremy Sohan. Je pense que Sohan est potentiellement le meilleur défenseur tout court. Potentiellement. Même si, attention, Chet Holmgren n'a pas dit son dernier mot et tout. Mais je sais pas, Sohan, je l'ai trouvé vraiment pour ce qu'est la NBA aujourd'hui. Ouais. 19 ans, freshman.
On n'a pas fait les dimensions, mais voilà, imaginez du Sean Marion, ultra bondissant, second jump. Long, très mobile. Long, hyper mobile, et une histoire formidable. Hein. Allez voir. Hein. A joué en Pologne, il a fait l'équipe nationale, je crois, il a fait U19 ou U16, je vous laisse confirmer. Sa maman qui est polonaise, c'est ça hein. Sa maman est polonaise, ouais, il a fait son université à Baylor, il a joué partout, le mec. Du coup, ça lui fait une expérience de zinzin, et j'aime beaucoup le profil. On va montrer évidemment la mock puisqu'il nous reste plus que 3 petites places. Et attention Alex, on va débarquer sur ce qu'on appelle un quasi back-to-back, un espèce de home and away avec un sandwich au milieu. Nous allons nous pencher sur nos amis de Charlotte. Les Hornets. En pick 13. Les Hornets qui sont dans l'actualité en ce moment que pour des bonnes raisons. Hein. Impeccable en ce moment. Hein. Miles Bridges, voilà, il se passe dans des vidéos, il fait n'importe quoi. Montrezl, bon l'autre il a 1,5 kg de weed dans son coffre. et du coup Kenny Atkinson il fait ouais non mais c'est bon en fait je viens pas. Allô Michael? Ouais alors, non mais en fait non. Alors je me permets. Alors oui mais en fait non. Je me permets parce qu'on tourne en live depuis tout à l'heure. Au moment où on était en train de tourner là, non t'inquiète, c'est il y a une info. Ouais, il y a une info que je te file quand même sur un plateau d'argent. Mike D'Antoni va rencontrer Michael Jordan là dans les prochains jours. C'était le deuxième finaliste. C'était le déjà voilà. C'était le finaliste. Mais donc là il a fait excuse-moi Michael, on peut reprendre un morito ensemble parce que j'ai l'impression qu'il y a eu 2-3 choses. Ouais voilà. J'ai l'impression que ça s'est pas goupillé comme tu voulais. Je t'ai laissé un message vocal lundi soir. Kenny Atkinson. Il a vu le bordel là-bas, il a fait oh les gars, moi je viens de prendre la bague avec Golden State, qu'est-ce que non Caroline Villard, non je très hâte de faire les 30 prix en 30 jours et le coup dans le rétro. Vraiment ça va être formidable. N'empêche que Mike D'Antoni avec la Melo Ball à la main, moi je valide déjà de base. Restons sur la surtout est-ce que je vais te mettre là dans la draft. Hein. Allez vas-y. Prépare-toi. Bon, les Hornets de toute façon c'est pas compliqué, hein. C'est un no-brainer. Les mecs ils ont un gros besoin, énorme besoin. Hein. C'est grand, c'est gros, ça s'appelle les pivots. C'est vrai. Ils ont un problème, on n'arrête pas de le dire. Donc l'année dernière, ils ont essayé de boucher le trou comme ils ont pu avec Kai Jones, machin. Après, ils ont pris Montrezl, tout ça. Faut arrêter les conneries maintenant. Rien à battre. On prend Mark Williams. Je suis d'accord. Voilà. On prend Mark Williams. L'autre, il fait 2m18. Il a des grands bras. Ouais, un truc comme ça, ouais. Je crois. Ou 2m16. Ah, 2m16, ouais. T'en bouges pas. Tu vas voir ce qu'on dit là. 2m16. Là, on me dit Mark Williams 7'2". Tu sais que 7'2", c'est plutôt 2m18, ça. Hein. 7'2", et alors là, wingspan, 7'7". Hein. Je te laisse faire les calculs dans ta tête, tu verras que ça fait... Putain, ça fait combien, ça 14 mètres 7'7". 7'7", ouais. Oh, c'est les horaires de supermarché. Taré, l'autre, hein, c'est 2m27. Bref, il est grand, il est long, il est costaud, hein, il y a du muscle et tout. Et puis, moi, j'aime bien... Donc, du coup, ce qui est pas mal avec Mark Williams, c'est qu'on a pu faire son scouting report en même temps que celui de Paolo Banchero, hein, puisqu'ils ont joué ensemble toute la saison et tout. Puis, mine de rien, souvent, au bout d'une action de Banchero, il y avait Mark Williams, quand même assez souvent, mine de rien. Bon pivot finisseur près du cercle. Bon combo, après, trop loin du cercle, doucement. Mais bon combo, par rapport à ce qu'il est grand et gros, il bouge assez bien, hein. Il est grand, gros, mobile pour ce qu'il est. C'est ça, et dis donc, pas mal du tout, ça protège bien le cercle, et puis alors c'est chiant à gérer au rebond. Qu'est-ce qu'il se bat bien au rebond, il fait bien ses écrans, il est agressif au rebond offensif, comme il est très grand et très long, c'est assez intéressant. Je pense que c'est un vrai poste 5, au sens propre du terme, et je ne vois pas, s'il est encore dispo en 13, ce qui à mon avis sera le cas, du fait de certaines de ses limitations techniques en attaque, s'il est encore dispo en 13, je vois pas comment les Hornets peuvent ne pas le prendre. Pour moi, c'est impossible. Faut arrêter les conneries là, Mitch et Michael. Là. Je suis d'accord. La seule piste potentielle, c'est que tu es en 13, tu es beaucoup plus amoureux qu'un joueur, tu sais que tu es en 15 et tu as les Cavs en sandwich et les Cavs vont pas prendre un pivot. Les Cavs vont pas prendre un pivot, donc en fait Mark Williams tu le prends pas là, mais tu le prends juste pour fumer un peu les Cavs, pour passer devant les Cavs, effectivement. Oui. Bon, moi je le mets en 13. Comme ça c'est fait. Eh bien tu sais quoi, on va être rapide, je l'ai mis en 13. Ouais, c'est logique. J'ai mis Mark Williams aussi en 13, tu prends pas de risque, tu y vas, tu fonces, tu te régales et tu te dis bon bah voilà, on a notre pivot. Je remets une couche dessus, hein. Jalen Duren ou Mark Williams, qui va faire la meilleure carrière? Ça va être une discussion. Ça discute. Ça va être une discussion et ça va les suivre tous les deux pendant longtemps. Il a 2 ans de plus, hein, je crois, Mark Williams. Ouais, Mark Williams, il a 20 ans et demi et Jalen Duren, il vient d'avoir 18 ans. 2 ans de plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, je suis sur le site des poteaux d'envergure, ils ont mis 2m33.
d'envergure. Non, mais c'est un malade. Non, mais c'est un malade. Et en protection de cercle et tout, c'est la totale. Il peut très bien s'entendre avec la Melo Ball. C'est pour ça notamment de ce que tu disais sur un jeu open court. Il va se régaler parce que l'autre, il se bouge tellement bien pour ses dimensions, quoi. On arrête les bêtises là, les Plumlee, les Bismack, les Kai Jones, tout ce que tu veux. Allez, stop, 7-7. Les PJ Washington en poste 5, etc. Peut-être que Mike D'Antoni va péter un câble et tout, mais ça suffit. Non, mais même Mike D'Antoni, il arrivera à le faire jouer avec la Melo Ball potentiellement. Et puis t'as du Gordon Hayward, t'as des joueurs quand même intelligents qui savent faire jouer un pivot. Non, clairement. Donc, et puis il leur faut un pivot, il leur faut une protection de cercle. Nous sommes d'accord. C'est plus possible. Les Hornets, c'est un spot TTFL d'intérieur depuis combien de temps maintenant ? Total. Depuis la création du jeu. Voilà, c'est ça. Littéralement. Donc, ça fait du 10 coup, ans. là, ça peut changer. Nous sommes d'accord. En place numéro 13, Mark Williams. Maintenant, en pick 14, Alex, on va aller in the land. In the land à Cleveland, chez les Cavaliers. Yes, sir. L'équipe qui a surpris pas mal de monde la saison dernière. Avec cette ossature autour de Garland, autour du rookie de l'année Mobley, avec Jarrett Allen, défenseur de l'année, tout ça, quoi. Quelques petits progrès de certains joueurs pas inintéressants, les bonnes prestations de Kevin Love, enfin bref, tout ça, ça a plutôt bien marché. Ça s'est un peu écroulé vite fait en fin de saison, mais c'est pas grave, il y a de l'espoir, il y a des choses sur lesquelles tu peux construire. En plus, tu te retrouves avec un lottery pick, c'est quand même pas mal. Hein. Bah ça, à mon avis, ils sont très contents. Ouais, voilà, c'est quand même cool et tout. Donc la question, il y a plusieurs questions cet été à Cleveland. Je sais pas toi comment tu le vois, Bastien. Il va y avoir la question autour des contrats de Sexton, éventuellement de Caris LeVert et tout. Bah, il y a un petit spoiler, c'est qu'en effet, il a tendance à être assez gourmand, et donc on en parlait avec les potos de la Sexton, communauté Cavs France, ouais, tout à fait, de Sexton, qui irait monter dans les 20 millions. J'ai du mal à croire, personnellement, malgré les besoins de playmaking des Cavs, que vu comment la saison s'est passée sans Sexton, tu vas devoir impérativement mettre ce tarot. Je pense pas, à titre personnel. Voilà. Je vais peut-être aller chercher mieux ailleurs. Bah ouais, puis en plus, tu payes déjà Jarrett Allen. Et t'as compris que là, il allait falloir payer Garland. Et franchement, spoiler, il va falloir payer Mobley aussi. T'es d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Je pense pas que tu files 20 millions à Sexton. Non, bien sûr. Tu files pas, à mon avis. Ayant pris tout ça en compte, je trouve que les postes 4-5, là, c'est bien occupé chez les Cavs. Je trouve que derrière Garland à la main, t'as surtout besoin d'un vétéran qui t'amène des minutes depuis le banc et tout. Donc je les vois bien recruter. Par exemple. Je les vois bien recruter. Trop tôt. La blague est pas trop tôt. Pardon. Je les vois bien recruter sur les lignes extérieures et je les vois bien recruter en bleu, blanc, rouge. Oh, très fort au niveau de la draft. Ouais, je les vois bien prendre Ousmane Dieng. Ousmane Dieng débarque. Il est en pick 14 dans la mock draft d'Alex. On le connaît pas forcément hyper bien. Donc moi j'ai dû aller me bouffer des images de championnat néo-zélandais. Bah écoute, ma foi. Pourquoi pas. Je dois dire que le niveau est pas ouf. Par contre, le niveau d'Ousmane Dieng m'a bien plu. Plusieurs choses très intéressantes chez ce très jeune joueur. Hein. Il a 19 ans. Long, bien athlétique et déjà bien polyvalent, prêt à jouer sur plusieurs postes, même à un niveau chez les professionnels, dans l'élite comme la NBA. Je pense que son vrai poste naturel peut être le poste 3, ce qui est très bien pour les Cavs. Je pense qu'on a là un extérieur qui est déjà un bon playmaker, avec qui sait déjà faire pas mal de choses balle en main, en attaque et loin du ballon. Peut-être le point le plus à améliorer serait son vrai tir dans le périmètre, où là il y a un peu de travail peut-être sur la mécanique et tout à faire, mais il est long, il est mobile, il navigue très bien avec la balle. Pour un mec grand comme ça, il a un vrai handle et une vraie vision et une vraie façon de trouver ses coéquipiers que je trouve très intéressante. Et je pense que ça peut être un assez bon défenseur, tout à fait correct. Bien sûr. Il l'a montré par phase lors de la saison dernière. Tout ça mis bout à bout, les Cavs sont encore en construction, encore avec des jeunes joueurs, donc bien sûr qu'ils vont revenir la saison prochaine pour essayer de faire mieux que cette année. Je pense que Ousmane Dieng peut apporter de la polyvalence et de la profondeur de banc, voire dépanner en titulaire de temps en temps. Et que ça peut être très intéressant pour les Cavs. Donc je pense que dans la mock draft que j'ai construite, c'est un choix qui peut les intéresser en 14.
Ça a du sens, tout à fait. Ousmane Dieng, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a écrit dessus sur ton site préféré. Il a bien grimpé dans les dernières mocks. Il y en a même qui l'ont mis dans le top 10 en termes de potentiel. Parce que les 10 derniers matchs qui ont eu lieu notamment, et je me permets, évidemment c'est le championnat australien. Son équipe s'appelle les New Zealand Breakers. C'est ce qui ça porte. Non mais ça porte à confusion. C'est ça. Raison. Mais l'équipe s'appelle New Zealand Breakers et il joue dans la NBL, qui est donc la National Basketball League d'Australie. Apparemment, là, et vraiment... Ce qui a été beaucoup rapporté, c'est cette fin de saison d'Ousmane qui a été vraiment hyper prometteuse, où ils ont vu qu'il y a quelque chose qui s'est créé en termes de déclic, d'aisance sur le terrain, de lecture de jeu, de tout ça. Et donc, ça a offert à certains des perspectives. Il a beaucoup progressé. C'est ça. Et ils se sont dit, attends, c'est quoi la trajectoire? Est-ce que c'est ça et ça rechute? Et après, à ce moment-là, ça devient fin de premier tour, début de second tour? Ou est-ce qu'on est sur le devant d'un mec qui vraiment comprend son envergure, sa taille et ce qu'il est capable de faire sur un terrain et devient un style de draft à venir? Donc, moi, je comprends totalement que tu le mettes en 14 à Cleveland, surtout que, comme tu as dit, il y a des besoins sur les ailes. C'est super. Ouais, qui peut porter la balle, ce qui ferait pas de mal à Cleveland. Ouais, tout à fait. Non, j'aime bien. Tu nous as mis quoi, toi, en 14? Un petit peu de scoring, un peu de playmaking. J'ai hésité pendant un moment avec Jalen Williams, mais je vais partir sur monsieur Malachi Branham du côté d'Ohio State, qu'on a vu notamment pareil dans le registre. J'ai fait une grosse deuxième partie de saison avec un de mes joueurs préférés de toute la draft, EJ Liddell. Il est capable de débarquer demain en NBA et scorer. Get buckets, freshman, 19 ans. Les bonnes dimensions, alors certains vont me dire, ouais, les mecs, il a commencé à avoir un embouteillage avec Colin Sexton et Caris LeVert, mais au lieu de te faire chier à dépenser des sous, pas de manière inutile, mais très honnêtement, sur Sexton, on peut émettre des réserves sur la suite. Après, je pense que en l'état, le camp Sexton et le camp Cavs aimeraient continuer à bosser ensemble. C'est juste que, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention à la gourmandise. LeVert, pour le moment, ça n'a pas non plus été une réussite, je pense, l'intégration de Caris à Cleveland. Et donc, pourquoi pas tester enfin un garçon en sortie de banc qui puisse apporter. Parce qu'on a beaucoup pris de plaisir à regarder les 5 majeurs de monsieur JB Bickerstaff la saison dernière. Par contre, Alex, quand le banc rentrait en jeu, on était en train de claquer les dents, quoi. J'avoue. On se disait, attends, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Sur qui on va pouvoir compter vraiment? Et je pense que quelqu'un comme Malachi peut apporter de la fraîcheur, du scoring. J'aime bien. Allez vous faire des matchs de Ohio State. Et j'aime bien parce que c'est un 2-3. Et c'est un 2-3. Donc en fait, c'est ça. Il est quand même assez long. Ouais. Je veux dire, c'est pas un petit playmaker comme non. Petit par la taille. Je parle comme Sexton ou quoi. Non, tout à fait. Il est quasi 6'6", Malachi Branham. Donc on est quasi sur les mêmes hauteurs que d'autres garçons qui sont un peu plus hauts. On a parlé des Shaedon Sharpe, etc. On est quasi sur ces tailles-là. Des vrais guards bien polyvalents. Donc... pourquoi pas injecter un petit peu cette folie offensive dans une équipe de Cleveland qui serait ravie d'avoir en sortie de banc sur un contrat rookie, donc pas très cher, quelqu'un qui sort et si ça se trouve te met tes 10-12 points la saison prochaine en fait en sortie de banc. Déjà tu l'as. C'est ça. Avec plus si affinité, si ça se développe bien, mais moi j'ai mis monsieur Malachi et je veux bien l'avis des fans des Cavs parce qu'on sait que ce pick 14 il va forcément faire discuter. Alex, on va terminer avec un retour à Charlotte en pick 15. En 13, on a été d'accord sur Mark Williams. Sur quoi on se fait plaisir pour finir? Dis-moi ce que tu as prévu de mettre. Tu ne peux pas mettre Kenny Atkinson, si je peux me permettre. Bon, on va partir du principe qu'ils ont eu leur pivot en 13. Ils ont d'autres pivots jeunes à faire tourner derrière. On verra ce qui se passe avec Montrezl, mais t'as Kai Jones. T'as toujours éventuellement PJ Washington. Enfin, je trouve que si tu rajoutes un vrai pivot, t'as un front de court déjà pas si mal en fait. En tout cas, avec des joueurs, avec les joueurs au poste qu'il faut côté Charlotte. Du coup, avec ce pic de draft, si tant est qu'ils l'utilisent, je drafterais bien sur les postes 2-3. Du scoring. Donc là, vu la mock draft que j'ai en place, il y a du choix. Il y a Agbaji, le mec de Kansas je crois. Agbaji. Gros score. T'as Malachi Branham dont tu viens de parler. Dis donc, du scoring sur les extérieurs, c'est pas dégueu ça. De Ohio State. Ouais. Et tu as Jalen Williams. Et c'est peut-être vers Jalen Williams que je m'orienterais. Si j'étais les Hornets. C'est pas un petit jeune, c'est un junior, je crois, 3e année. Je sais plus dans quelle fac il joue, je crois que c'est Santa Clara, comme un certain meneur canadien. C'est ça, comme un certain meneur canadien, tout à fait. Bon gros shooter. Jalen Williams, je pense qu'il arrive en NBA, le shoot extérieur, ça sera pas un sujet pour lui, je pense. Je pense que du coup,
Ah, franchement, j'ai l'impression qu'il a tout ce qu'il faut. La mécanique, la taille, il sait se placer, il y a du toucher. Il a des vrais bons pourcentages là sur sa troisième année NCAA. Là, il y aurait du playmaking avec des gars comme, j'ai même pas cité tout à l'heure évidemment, mais dans le front de court de Charlotte, il y a aussi Miles Bridges. Donc, tu as des Miles Bridges, des PJ Washington, tu peux avoir un gros pivot, tu as Lamelo, tu as du Gordon Hayward et tout. Je pense que là-dedans, si tu rajoutes un mec comme Jalen Williams, il y a moyen qu'il s'éclate bien. Ouais, bien sûr. Il y a moyen que ses défauts, on va dire que peut-être, même si physiquement c'est un beau bébé, je suis pas sûr que ça soit un athlète incroyable. Après, il faut voir, faut voir sur quoi il peut défendre. Mais je pense que ça peut être assez facilement caché dans l'environnement des Hornets, et que du coup, par contre, de l'autre côté, tu rajoutes du shoot, tu rajoutes de l'intelligence offensive, tu rajoutes de la smoothitude, tu rajoutes beaucoup de choses. C'est sûr. J'aime bien ce joueur, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. C'est un profil ultra polyvalent que vous pouvez voir, qui peut se faire sa carrière NBA parce qu'il va il a progressé tous les ans. Hein. Ouais, hyper intelligent. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont il parle du jeu. J'aime bien les mecs qui progressent tous les ans. Ouais, tout à fait. Puis un sourire hyper communicatif. Enfin bref, moi j'aime aussi beaucoup pas mal J'aime aussi beaucoup le profil. À voir en effet si à Charlotte ça pourrait les intéresser, parce que il y a besoin de playmaking derrière tout ça. Tu peux pas juste filer les tacos à Lamelo et Terry Rozier et espérer que ça fasse les playoffs, quoi. Il faut aussi des garçons en sortie de banc, des vrais playmakers. Il faut des garçons qui savent rentrer des tirs. Ah, aussi, tout à fait. Nous sommes d'accord. Eh bien, qu'est-ce que t'as mis, toi, en 15? Moi, j'ai mis... Pardon, c'est vrai, j'ai failli ne pas balancer mon... Ah, t'allais conclure, là. Pic. Tout à fait, mais en même temps, c'est normal. C'est un joueur dont tu as déjà parlé. Ah. On finit avec une touche française. Ousmane. Ah. On y va. Il y a besoin sur la ligne externe. C'est vrai, ça se défend. Un petit peu de potentiel à développer et de la longueur de bras. Tu as très très bien parlé de monsieur Ousmane Dieng. Je pense qu'il va être dans les 15 premiers joueurs sélectionnés sur cette draft 2022. On croise les doigts. On surveillera aussi Kamagaté et d'autres garçons, Hugo Besson, qui sont projetés aussi dans cette draft 2022. Si d'ailleurs certains se posent la question, et je sais que vous êtes nombreux à nous l'avoir posé ces derniers jours, il y a un article complet sur le site de Trash Talk qui parle des Français potentiellement draftés en NBA cette saison. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Pour le fit avec Charlotte, c'est bien, on continue à jeter des cailloux. Allez, ça marche pas avec Book Knight, on va tester quelqu'un d'autre. JT Thor, on verra. Kai Jones, on verra. Ousmane Dieng, on verra. Allons-y. Et pour peu qu'il y ait un Mike D'Antoni qui débarque, Ousmane Dieng, c'est un pivot chez Mike. Et donc du coup, on sera très content de le voir se développer en 4-5. S'il peut nous faire une Boris Dio avec Ousmane Dieng, on dit pas forcément non. Hein. On dit pas forcément non. Mais j'aimerais bien voir, en tout cas, avec tout ce qui confirme, avec les rumeurs autour de Mike D'Antoni, un jeune mobile comme Ousmane s'éclater. Parce qu'en plus, il a un petit peu plus de sérieux, ce qui va pas être compliqué. Hein. S'il a un peu plus de sérieux que la plupart des gars de l'effectif, il pourrait vite rentrer dans les petits papiers du coaching staff de Charlotte. C'est vrai. Du coup, voici le tableau final de cette mock draft 2022. Je rappelle que la draft a lieu ce jeudi soir, prise d'antenne sur la chaîne Twitch de Trash Talk à partir de 1h du matin. Alex, ta mock draft, là pendant que je la montre aux gens, qu'est-ce que tu en penses? Quel mot tu peux ajouter? J'en pense que je répète encore une fois, c'est une mock draft de ce que je pense que les GM vont faire. Donc il y a des choix, je pense que les mecs vont les faire, mais je les partage pas forcément à 100%, notamment dans le haut de cette draft. Après, dans le ventre mou de ce top 15, il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup. Ouais. Mathurin, très impatient de le voir en NBA. Johnny Davis, très impatient. Sohan, très impatient de voir en NBA. Les prospects où on sait pas trop, là, les Shaedon Sharpe ou les AJ Griffin aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de joueurs là dans ce ventre mou du top 15. Je suis assez pressé de voir où ils atterrissent et ce qu'ils donnent, surtout en match après. Je suis bien d'accord, beaucoup d'excitation sur quelques pépites. Dites-nous, vous, qui sont vos pépites. Moi, je me suis permis de mettre un petit jeton sur Johnny Davis et EJ Liddell, qu'on attendra plutôt dans les places 15 à 30. Alex, tu en as une de pépite. On sait que tu adores Paolo Banchero, mais sinon, derrière ça, tu adores qui? AJ Griffin? AJ Griffin et Mathurin. Et Benedict Mathurin, tout à fait, qu'on va suivre de très très près. Voilà pour la mock draft, ce qui veut dire qu'elle est encore... valide jusqu'à jeudi soir 1h du matin, on va dire. Après ça partira en freestyle. Dites-nous, vous, à quelle place vous mettez les joueurs du top 15 si vous serez là ce jeudi soir. Et je propose qu'on dise bisous à toutes et à tous. Merci à Léonce à la prod comme d'hab pour cette magnifique mock draft. Merci
Ciao. On se retrouve très vite ce jeudi soir pour la draft 2022. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.